Alors, bonsoir à toutes et à tous, mais plus à toutes d'ailleurs qu'à tous. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir une maison d'édition indépendante, strictement indépendante, et on en parlera tout à l'heure évidemment longuement, avec Marie Marchal, donc, qui dirige les éditions Gorge Bleue, basées à Strasbourg. C'est important, cet ancrage aussi régional. Et deux autrices, Marie-Célène, qui nous offre un premier roman, Le silence qui cache la forêt, et Alexia Tamessilia, Alex, pour les intimes, qui nous présente un essai qui s'appelle donc Vulve, dont on parlera évidemment longuement tout à l'heure. Bonsoir à toutes. Marie, on va commencer par toi, puisque tu es l'initiatrice de cette maison. Tu as coordonné le prix hors concours, qu'on connaît pour la plupart pour son engagement pour les maisons d'édition indépendantes. Tu es libraire, tu as créé Gorge Bleue en 2019. Alors, on aimerait savoir déjà quelle est la genèse de ce projet dans un monde de mastodontes éditoriaux qui est loin d'être évident. Pourquoi avoir décidé de créer cette maison? Alors du coup, je pense qu'après, vous avez l'habitude, dans le cadre de ces rencontres, d'entendre des petites anecdotes à la genèse des projets comme ça. Ça a commencé avec un projet de livre. En fait, j'ai déjà travaillé en tant que correctrice et coordinatrice éditoriale sur des projets. J'offrais mes services à des maisons d'édition qui n'avaient pas les ressources en interne pour s'acquitter des tâches sur certains projets qui sortaient un petit peu du quotidien. Et donc, du coup, j'avais travaillé avec plusieurs éditeurs et ça me plaisait pas mal. Et quand on me demandait si je voulais créer une maison d'édition, j'étais là, non, ben, moi, ça me va de bosser pour plusieurs personnes, de travailler sur des projets très différents. Et jusqu'au jour où l'envie est venue de publier un texte. Et au départ, donc c'est une amie à moi qui écrivait beaucoup. Et donc j'étais persuadée qu'elle avait un beau projet à venir. Et je lui ai dit, mais attends, je pourrais te présenter des gens, j'ai un petit carnet d'adresses raisonnable, hein, mais quand même, et je verrai bien ton livre dans cette maison ou cette maison, je peux te présenter si tu veux. Et j'ai dormi dessus, et le lendemain matin, je me suis dit, bah, en fait, non, j'ai pas du tout envie de présenter cette autrice, ce projet et ce texte à une autre maison d'édition, j'ai envie de l'éditer moi. Et donc, en fait, c'est avec un texte que j'avais envie de porter qu'est venue l'idée de monter une maison d'édition. Parce que quand on se dit qu'on va porter un texte, il y a l'idée de catalogue qui se fait tout de suite jour derrière. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure. Alors, pour la petite anecdote, ce texte n'a jamais vu le jour, mais la maison, oui. Et donc, du coup, j'ai accueilli la première année 3 textes très différents. Chaque texte correspond à une rencontre, en fait. Et c'est absolument génial. Et on a renouvelé l'année suivante, malgré la grosse crise qu'on a tous connue et vécue, mais qui a permis de belles choses aussi. Je crois que Parions les éditions en live est né un petit peu à cause du confinement et tout ça. Donc on a, Grâce au confinement. oui, oui, pardon. Grâce au confinement. Et donc voilà, la maison s'est créée comme ça, par l'envie de publier un texte. Alors, justement, ce qui vous différencie de beaucoup d'autres maisons d'édition, c'est déjà la volonté de publier uniquement 3 livres par an, avec une sorte de production éditoriale qui est raisonnée, sans aucune frontière de genre. On passe de la fiction au théâtre, de la poésie à l'essai, et vous avez laissé vivre ces 6 ouvrages, pardon, en 2 ans, 2019, 3 en 2019, 3 en 2020, et rien encore en 2021. Il me semble qu'il n'y aura rien en 2021. C'est quand même un choix extrêmement fort et engagé. Pourquoi ce choix-là, tout simplement, d'avoir une production raisonnée? Alors, il y a à la fois des convictions personnelles. La surproduction, pour moi, elle fait pas trop sens et j'ai la possibilité de l'observer en librairie notamment. Je me sens régulièrement, comme en ce moment à la rentrée littéraire, complètement dépassée par par tout ce qui est produit et par tout ce qui sort. Et donc, du coup, pour moi, ça ne fait pas sens de sortir des textes si on leur donne pas l'occasion de vivre, de rencontrer leurs auteurs, leurs lecteurs, pardon, et leurs lectrices. Et donc, du coup, il y a ce côté d'engagement, donc contre la surproduction et aussi de la temporalité. Je sors mes 3 livres à chaque fois simultanément
parce que l'idée, c'est pouvoir les défendre pendant une longue période jusqu'à la parution des nouveaux, parce qu'une nouveauté vient souvent chasser le livre précédent. Et donc, du coup, je veux que ces 3 livres puissent coexister et trouver à chacun leur lectorat. Et ensuite, on se concentre il y a les nouveautés qui arrivent, tout en continuant à défendre les livres d'avant. Donc, pour moi, c'est très important. Et il y a aussi un côté extrêmement pratique. Je suis libraire à temps partiel. Pendant 6 ans, cette année, je vais prendre ma retraite pour hors concours, pour la coordination du prix hors concours et hors concours des lycéens. Et donc, du coup, Gorge Bleue, toutes les tâches liées à Gorge Bleue, je les fais sur mon temps libre. Et pour moi, je ne veux pas faire. Ça me paraît plus malin de faire une grosse période de correction, une grosse période de promotion, une grosse période de défense des livres, plutôt que 3 fois dans l'année, une période de correction, BAT, imprimeur, on active la promotion et puis derrière, on est en pré-presse sur un deuxième titre. Pour moi, c'est beaucoup plus facile de m'organiser, en fait, de travailler les 3 titres en même temps et de les sortir au même moment. Donc, je me trouve toujours très maligne d'avoir trouvé ce système-là qui me permet de gérer comme je peux, sauf les moments où on est en pré-presse et en période de bons à tirer, où je suis sur 3 mises en page en même temps et je me dis mais quel génie, c'est vraiment 3 dernières lignes droites en même temps et j'ai l'impression de vivre des marathons. Mais en vrai, je pense que c'est un fonctionnement qui me convient pour l'instant. Et donc, du coup, 3 livres, pareil, je ne peux pas en publier plus raisonnablement parce que j'ai une quantité d'énergie limitée et je veux pouvoir les défendre correctement. Les années précédentes, c'était un peu compliqué justement et je suis un peu frustrée sur justement le fait de n'avoir pas pu les accompagner comme j'aurais voulu les accompagner. C'est plus difficile quand on est une petite maison qui commence, qui n'a pas encore le vote de confiance de toute l'interprofession, qui n'a pas encore le vote de confiance d'un énorme lectorat, de continuer à exister en fait à un moment donné où il y a énormément de choses qui se passent. Et donc voilà, mais c'est à la fois un engagement, pas trop de livres, des tirages relativement faibles, enfin faibles. Je tire entre 800 et 1000 exemplaires pour chaque livre, en fonction de ce que je juge être sa force commerciale, pour pas avoir à gérer des stocks immense. Et puis, je m'occupe aussi de la diffusion et de la distribution. Donc, voilà, je peux pas j'ai pas la place d'avoir des stocks gigantesques. Et donc, voilà, tout est à petite proportion. Et je me dis, il vaut mieux commencer petit. Et puis, quand j'aurai plus d'épaules, plus de souffle et que les livres se porteront grâce au fait que Gorge Bleue soit un peu plus connu, et je pourrais peut-être augmenter le tirage. Et voilà. Autre singularité, c'est quand même que, alors oui, les livres sont imprimés en France, mais ce qui me surprend encore plus, c'est les droits reversés intégralement aux auteurs. Et ça, je pense que c'est important, puisqu'il me semble que c'est une des seules maisons, voire la seule, qui pratique ce genre de choses. Oui, alors ça, c'est un autre point. C'était très important pour moi que chaque choix, en fait, comme je suis seule à la tête de cette petite aventure, c'était important pour moi que chaque choix que je fasse soit pas dicté par par une raison comme ça va plus vite ou c'est moins cher ou enfin des raisons qui sont pas forcément bonnes selon moi, mais plutôt que je puisse assumer en fait chacune des décisions que je prends dans le cadre de la maison d'édition et que je puisse assumer chaque prise de position, chaque choix que je fais. Donc, j'imprime en France sur papier EcoCert. Je connais l'imprimeur, c'est une Scope. Ça, c'était important pour moi. Et la question des droits d'auteur et d'autrice, c'était essentiel pour moi. Je fréquente un petit peu la communauté des artistes, donc je suis de l'extérieur, j'observe un petit peu ce qui se passe, et notamment les artistes-auteurs. Et je suis complètement... voilà, c'était compliqué pour moi de reproduire des pratiques qui ne font pas sens pour moi. Et au même titre que l'imprimeur est payé au moment où le livre est imprimé, pour moi, c'est important que l'autrice soit payée au moment où le texte est écrit. Parce qu'en fait, c'est une matière première. C'est une vision un peu, un peu marxiste, dans le sens où pour le travail effectué, j'ai besoin de cette matière première pour faire des bouquins, et je rémunère les gens. Alors, comme j'ai des petits tirages,
et que mes prix ne sont pas astronomiques, on en revient à des, entre guillemets, petites sommes, mais ça augmente mes prix de publication d'environ un tiers. Mais à mon échelle, c'est pas énorme, entre guillemets, mais pour moi, c'est important. Et pareil, donc il y a le côté engagement et il y a le côté très pratique aussi, c'est que je m'occupe également de la compta. Et pour moi, c'est plus facile de me dire, une fois que toutes les charges, elles sont réglées, en fait, tout ce qui va rentrer dans la caisse de la maison d'édition, c'est réinvesti dans les livres. Et j'ai pas d'édition des comptes à faire tous les 6 mois pour dire, ah ben là, toi, tu as vendu 40 livres en attendant, toi, tu en as vendu tant. Et en termes de comptabilité, c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Donc, c'est bien, c'est en lien le fait que à la fois ce soit en accord avec mes convictions et à la fois c'est beaucoup un gain de temps énorme pour moi de rémunérer les autrices en avaloir intégral en fait. Alors, c'est très technique, mais, Oui, pardon, excuse. mais on a quasiment, je pense, certains ont compris, puisque ceux qui nous suivent sont habitués à ce langage éditorial auquel on était totalement étranger avant mars 2020, mais maintenant, certains sont plus habitués. Je rebondis sur ce mot autrice, qui fait aussi l'objet d'un chapitre de Vulve d'Alexia Tamessilia. Ce choix de ne publier que des femmes, alors qu'il me semble, tu aimes beaucoup les livres masculins, ou tu as aimé en tout cas les livres masculins. Comment ce choix s'est-il fait? Pourquoi avoir décidé, comme Dalva Édition d'ailleurs, qui aussi publie que des autrices féminines, c'est le cas de le dire, pourquoi ce choix-là? Alors, il y avait plein d'envies au moment de la création de la maison d'édition, des prises de position. Après, ne publiant que 3 titres par an, les premiers textes qui me sont arrivés, j'ai fait. Enfin, les 3 premiers textes, c'était clairement des rencontres et il se trouvait que voilà, c'était 3 autrices. Mais là, je n'ai pas communiqué sur ce point-là parce que je pense que c'est pas pour l'instant ça s'est fait comme ça et par la suite je pense que ça va se faire, ça va continuer à se faire au niveau de la rencontre. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Après je me disais aussi que enfin, je me rappelle de notre conversation où j'avais dit que quand j'étais jeune, j'avais ce gros a priori sur les femmes qui écrivaient. Je disais, ouais, j'aime pas trop, moi, mes auteurs préférés, c'est des hommes. Et la preuve est qu'on évolue tous et toutes. Et je m'étais rendu compte que j'avais cet a priori-là sans avoir eu accès à énormément de femmes qui écrivaient. Alors après, j'ai toujours adoré Marguerite Duras. Et j'étais là, ouais, mais voilà, elle écrit comme un mec. Et je me rends compte que j'ai un discours, mais totalement genré. Et je ne sais pas si on écrit comme une femme ou on écrit comme un homme, ça fait moins sens aujourd'hui. Mais en termes de publication, je trouve que c'était important pour moi. Il me semble, à mon sens, que les écrivains hommes ont peut-être moins de difficultés à se faire publier. Et enfin, je me dis, il n'y a pas de. Je crois que je ne pense pas mettre de hiérarchie en disant il y a les femmes écrivent mieux que les hommes, ou voilà, mais dans mon espace et l'espace que je veux créer au sein de la maison d'édition, en tout cas pour les deux premières parutions, c'était le cas. Je voulais faire correspondre des voix qui ne partaient pas forcément du même endroit, mais qui avaient quelque chose. Enfin, je voulais mettre en valeur la diversité de ce que pouvaient proposer les plumes féminines, les plumes de femmes. Il y avait quelque chose, j'avais remarqué, et j'étais beaucoup frustrée. Attention, je suis en train de retrouver toutes mes anecdotes dans ma tête. Je m'étais fait la remarque que souvent on dit ah oui, on a invité sur un plateau tel auteur de polar, tel historien, tel grand spécialiste. Et puis, cette autrice femme, comme si femme était un genre de littérature à part entière, en fait, et qu'on pouvait ni être historienne, ni spécialiste, et du coup, je m'étais dit, dans un corpus exclusivement composé de femmes, les spécificités peuvent ressortir, parce que du coup, la question du genre ne se pose même pas. Et donc voilà, c'était un peu toutes ces réflexions qui étaient derrière mon raisonnement. Et comme les choses évoluent et tout, là, l'année prochaine, donc je ne publie pas en 2021, en 2021, parce que j'avais eu exactement de nouveau une excellente idée de sortir des livres entre 2 rentrées littéraires, ce qui n'est pas forcément le meilleur moment pour convaincre des libraires de lire.
et la presse de parler de livres, parce qu'on est en plein, soit à la fin des sélections, l'annonce des grands prix littéraires, et on est à la préparation de Noël, et c'était pas des choix très intelligents. Et donc, les 3 prochains livres sortiront en janvier 2002 pour la rentrée littéraire d'hiver. Et dans ces 3 prochaines publications, je vous fais un petit... J'ai pas encore commencé la communication sur ces 3 prochaines publications. Il y aura un homme et il y aura une personne non binaire publiée, notamment. Donc, je ne publie pas que des femmes. Et oui, et aussi, j'avais trouvé ma petite boîte de défense, c'était que dans Shakespeare la querelle, pas Shakespeare la querelle, mais pas de bougie, qui est une pièce de théâtre que j'ai publiée l'année dernière. La pièce de théâtre est signée par Alix et Sarah. Et Alix, c'est le frère de Sarah. Donc, j'avais publié un homme déjà. Parfait, Voilà. parfait. Dans cette mouvance de rentrée littéraire où justement les prix littéraires ne sont décernés, ou en tout cas dans les listes qu'on voit, ne sont décernés qu'à des grosses maisons, excepté quelques prix comme le prix Mémorable ou Wepler, comment on arrive à exister, comment on arrive en tant qu'édition indépendante, éditrice indépendante, comment on arrive à exister et surtout comment on trouve de nouvelles voies? Est-ce que c'est véritablement uniquement des rencontres? Est-ce qu'on vous envoie d'ailleurs des manuscrits? Est-ce que vous commencez à recevoir des manuscrits? Oui, on voit. Alors, pour la première partie de la question, j'aimerais bien avoir la réponse de comment réussir à exister à l'époque des grands prix littéraires, parce que je trouve ça assez compliqué. Chaque année, j'ai un espèce de gros défi en plus du travail éditorial classique. La première année, c'était la création de l'association, les statuts et compagnie. La deuxième année, c'était entre 2 confinements, c'était vraiment compliqué. Donc, c'était on essaye de trouver d'autres moyens de faire parler des livres, puisque la première année, j'avais surtout bien marché grâce au lancement en librairie et au salon. Donc vraiment, je pense qu'une des forces de Gorge Bleue, c'est la rencontre en direct. Et la deuxième année, on a été totalement privé. Le lancement en librairie a été annulé parce que l'annonce du deuxième confinement s'est faite 2 jours avant la date de lancement de la deuxième fournée de livres. Et donc, du coup, cette année, je me suis promis que j'allais faire une communication beaucoup plus, pas agressive, mais en tout cas beaucoup plus intensive. Enfin, c'est mon défi de cette année. Donc, je vais essayer de réussir à exister. Je trouve ça très compliqué. En tant que libraire, je le vois, enfin, les papiers sortent sur les mêmes livres. On a l'impression que sur les 531 livres, ou 500, je ne sais plus combien il y en a cette année. 522, je crois. 522, on parle des 60 même, alors que il y en a quand même beaucoup plus. Et c'est peut-être juste une impression, mais je trouve ça assez compliqué quand on n'a pas une force de frappe énorme de passer par les réseaux traditionnels de promotion. Donc, quand moi, sur un tirage de 1000 exemplaires, je ne peux pas faire 500 envois presse et 500 envois à des influenceurs ou des influenceuses ou à des libraires. C'est plutôt compliqué. Mais l'année dernière, du coup, on essaye de s'adresser directement au lectorat et on essaye de trouver des moyens. Ce qui est génial, c'est que j'apprends le métier sur le tas, défi après défi. J'essaye de développer, de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, de trouver des nouvelles manières. L'année dernière, le fait de pouvoir travailler avec Marie-Célène, qui est peu mon gourou en termes de communication sur les réseaux sociaux. Elle gère trop bien la création de communauté et compagnie et tout. Ça m'a quand même permis d'ouvrir un petit peu les potentialités. Et pour moi, Instagram, par exemple, je pense que je n'avais pas conscience de la force du réseau sur Instagram. Et là, ce que vous faites avec Variant les éditions en live, c'est dingue. Les lectures croisées, le fait d'avoir une audience qui suit et qui est curieuse. Je trouve ça génial, donc j'apprends. Et la deuxième partie de la question, c'était, il y avait à la rentrée, faire parler. C'était, même moi, je ne m'en souviens plus. Ah Ce n'est pas grave, ça me reviendra. Ouais. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet avec les deux autrices qu'on a la chance de recevoir ce soir, comment s'est faite la rencontre avec elles deux, puisque Gorge Bleue, c'est une histoire de rencontre. Comment avez-vous rencontré Marie-Célène et Alexia Tamessilia? Alors, je commence par Alexia, parce qu'en termes chronologiques, ça va satisfaire mon cerveau et ma mémoire. Du coup, alors Alexia, c'est une très belle rencontre
de hasard. Alors, oui, j'ai une graphiste qui est à Besançon, qui s'appelle Caroline Pajot, qui a créé la ligne éditoriale, la ligne, pardon, graphique de la maison d'édition. Donc, on nous dit souvent que les livres sont très beaux. Enfin, c'est un peu beaucoup grâce à Caroline. Donc, Caroline habite à Besançon et à un moment, c'est une personne qui est avec moi depuis le tout début de l'aventure. Et à un moment donné, elle me dit ah, mais il faut trop que je te présente quelqu'un. J'ai bossé avec elle sur un documentaire. Je trouve qu'elle écrit absolument divinement bien. Et donc, j'étais ok, d'accord. Elle habite Paris, je te file ses coordonnées, rencontre-la. Ok. Et donc, du coup, j'ai Alexia, tu me dis si Alex, tu me dis si je me trompe pas. Ok. Et donc, du coup, on convient d'un rendez-vous sur Paris. On boit un café et on commence à discuter. Et il se trouve que Alexia n'avait pas un livre déjà fini qu'elle cherchait à faire publier, mais elle avait 8 projets, 2 bouquins. Elle a dit, ouais, moi j'ai envie d'écrire sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. J'arrive pas à y mettre. En gros, j'écris sur quoi? Dis-moi, on réfléchit et tout, et puis on trouve un sujet, on fait un livre. Je dis, ok. Et donc, du coup, je crois qu'on s'est échangé plusieurs tableaux Excel où on a fait le tri des différents sujets qui pouvaient se croiser, de la méthodologie à aborder. Enfin, ça, c'est vraiment Alexia qui s'en est chargée. Parce que, bon, je pense que du coup, vous parlerez un petit peu de son cursus à Alexia, mais elle anime les ateliers d'écriture féministe langue de lutte. Elle a l'habitude de gérer la parole de groupe. Et j'ai déjà assisté à un des ateliers, c'est trop génial, elle arrive à faire sortir plein de choses. Et donc, du coup, la méthodologie de Vulve a vu le jour. Et j'ai pas envie de trop spoiler ce qu'Alexia va dire après. Donc, voilà, mais donc c'était une rencontre autour d'un café. Elle m'a proposé 8 projets. On a fait fusionner 2 ou 3 sujets. Et le mois suivant, on avait un canevas et elle a bossé à une vitesse pas croyable. Je n'ai pas très bien compris comment ça s'est passé parce qu'il fallait gérer des groupes de parole, recueillir, enfin tout enregistrer, ensuite recouper les choses. Enfin, pareil, je pense qu'elle en parlera. Et voilà, et en septembre, non, fin août, on avait le texte. Le truc le plus dur à trouver, je crois que ça a été le titre. Et on est parti sous presse mi-septembre pour une sortie en octobre. C'était ah oui, je peux aussi alors quand je vois mes confrères et mes consoeurs qui ont leur programme éditorial planifié sur 2-3 ans, je suis admirative. Là, cette année, j'avais 8 mois d'avance. J'étais là, waouh, on est trop fort et tout. Et donc voilà, c'était la première aventure et c'était très chouette, très belle rencontre. Et pour Marie, alors ça s'est fait aussi par, bon pareil Marie, si jamais j'oublie des choses et tout, tu me dis. Donc ça s'est fait, Marie habite à Strasbourg comme moi, ça s'est fait via une journaliste. Donc à Strasbourg, on a de la presse culturelle gratuite, on a plusieurs titres qui cohabitent, et notamment Zut et Nouveau, et une des journalistes de Zut. Moi, j'avais fait mon stage de bébé master édition dans les locaux de Zut et Nouveau, donc je connaissais Cécile Devue. Et on avait eu l'occasion de collaborer sur certains projets. Et ils avaient fait un papier, j'avais réussi à comment dire, vu que j'avais pas mal bossé un petit peu pour eux, semi-gratuitement et tout, j'avais réussi à me faire des doubles pages dans les revues de presse culturelle gratuite. Et ça, c'était plutôt pas mal. Et Cécile, il y a un de ses amis qui est passé à la librairie où je travaille. Il a acheté un livre Gorge Bleue, il lui a offert. Donc déjà, ça s'est recoupé comme ça. Et Cécile en a parlé sur les réseaux sociaux. Et Marie a vu le post de Cécile et m'a envoyé un mail avec alors ouais, ça c'était drôle aussi. Avec une présentation du projet. Et c'est pareil, c'était un mail assez long qui donnait envie. Et en même temps, elle ne disait pas plus. Enfin, voilà. Et j'ai fait une réponse à la hauteur de ce premier mail, je crois. C'était assez horrible quand on a débriefé ensuite, parce que j'ai lu le manuscrit, donc du Silence qui cache la forêt. Et au début, en le lisant, je me dis, ah, je pense pas. Et donc, je m'apprête à lui répondre en disant, bon, désolé, mais j'ai d'autres choses. Enfin, je commence à lui écrire un mail de refus. Et au cours de l'écriture, je me dis, attends, je vais regarder un peu plus loin et tout, dans les trucs. Et je tombe sur un dialogue. Et je dis, ah, attends, mais c'est chouette.
Et j'écris énormément, enfin, je suis un peu graphomane de mails, donc j'écris des longs mails et ça me brisait le cœur de supprimer le début du mail. Donc, j'ai commencé à changer d'avis en plein milieu du mail. Et je dis, bon, en fait, finalement, si tu es d'accord qu'on se rencontre et tout, on peut en discuter parce que peut-être que si jamais tu acceptes qu'on travaille dessus, mais seulement si tu acceptes qu'on travaille dessus et que le feeling passe et tout, machin, on pourrait peut-être travailler ensemble sur Silence qui cache la forêt. Et je n'ai même pas relu mon mail, je lui ai envoyé. Et puis, quand on s'est vu et qu'on a bu une bière, elle m'a dit ton mail était trop bizarre, genre j'étais triste. Et après, j'étais contente et je ne savais pas ce que je disais. Et voilà. Donc, la rencontre s'est fait comme ça. Et ça, c'était chouette aussi, c'est que aussi sur sur chaque projet, la méthodologie pour travailler sur les livres est différente, puisque je ne suis pas au même endroit que la plupart des autoristes que je publie. Et donc, soit ça se fait par échange de mails, par téléphone. Avec Madeleine Roy, on travaille énormément sur Skype. Et la première fournée, j'avais Marie Cretin-Sombardier qui a écrit Au nom de la démocratie, qui habitait Strasbourg. Sauf qu'elle, elle a écrit son livre en 2 semaines. Donc, on a passé 2 semaines à le corriger en direct en même temps qu'elle l'écrivait. Et là, j'ai eu le confort, le luxe de pouvoir travailler avec Marie en direct sur le texte pendant sa phase de réécriture. Et ça, c'était super chouette. Donc voilà, ça, c'était la rencontre avec Marie-Célène. J'ai retrouvé ma question Oui, d'antan. je crois. C'était sur les manuscrits, Oui, que vous receviez. ouais, Et ouais. comment on Alors, arrive à trouver de nouvelles voies justement à publier. Puisque l'organigramme n'est pas fait jusqu'en 2023, on l'apprend, on est triste, mais non. il n'est pas fait. Alors, oui, je reçois des manuscrits par mail et ça, du coup, celui de Marie a été envoyé par mail. J'en reçois beaucoup. Enfin, j'ai vraiment une structure de taille plus que modeste et je publie que 3 titres par an, donc c'est des choix très. Moi, je dis, il y a certainement des textes que je peux aimer, mais peut-être que je me vois mal porter. Il y a une différence en fait entre la casquette de lectrice et la casquette d'éditrice. Et donc, du coup, maintenant, c'est toujours un déchirement d'écrire des mails de refus, mais j'ai la possibilité d'expliquer aussi que je porte ces textes sur mon temps libre et que du coup, je peux pas, voilà, j'en fais que 3 par an. Et ça veut dire que je dis non à plein de personnes parce qu'en moyenne, j'en reçois à peu près une quinzaine par mois. Alors, il y en a, c'est très facile de dire non, puisque ça n'a aucun rapport avec ma ligne éditoriale. Donc là, ce n'est pas vraiment un crève-cœur de dire que je ne pourrais pas le publier, dans le sens où la personne n'a pas forcément eu la curiosité de regarder la ligne éditoriale de la maison, et donc du coup, je ne sais pas forcément. Enfin voilà, bref. Et donc, j'en reçois beaucoup. En Ardennes, je l'ai reçu par mail après avoir croisé l'espace de 2 minutes Mathilde Hugues à un salon. Oui, j'ai un bug. Madeleine Roy, je la connais depuis très longtemps. Les trois premières, c'était d'abord des rencontres en réel. Marie Cretin-Sombardier, je l'ai rencontrée. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Tout Stéphanie à avait fait, levé tout à la fait. main. On lui passera là. Ok, pardon, j'étais très contente de voir. Pardon. Et donc, du coup, Marie Cretin-Sombardier, je l'ai rencontrée dans un train. On discutait et elle me dit ah oui, j'ai fini ma thèse sur Robespierre et Condorcet, je suis engagée auprès des Gilets jaunes. Tu connais pas, toi qui bosses dans l'édition et tout, tu connaîtrais pas une maison qui pourrait éditer mon texte qui n'est pas encore écrit. Et je dis mais attends. Ah non, j'ai passé 2 heures à lui expliquer quelle maison elle pouvait contacter. Et puis pareil, je suis rentrée chez moi et j'ai dit, je suis de rester un texte à trouver et j'ai trop envie de publier ça. Donc voilà, j'ai envoyé un mail et du coup, on a bossé ensemble. Et le silence, et Pas de bouger bougie, suivi de Shakespeare la querelle, c'est Sarah Gouraud qui m'a contactée au départ pour un recueil de poèmes. Elle avait entendu parler de la maison d'édition parce qu'elle connaît de loin en loin Madeleine Roy. Et le recueil de poèmes, je trouve ça trop dur en fait à publier des poèmes. Enfin, c'est un positionnement particulier. Cette année, évidemment, j'en publie un parce que dès que je dis un truc, je me contredis l'année suivante. Et donc, du coup, je lui ai dit, il paraît que j'ai entendu de Madeleine Roy que tu es dans une compagnie de théâtre et tout. N'hésite pas à montrer si tu écris d'autres choses. Et tout. Et donc, elle m'a envoyé 2 pièces de théâtre que j'ai absolument adorées parce que j'ai ri. Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup ri et en même temps, j'ai beaucoup, beaucoup pleuré. Et je dis, c'est ça que, voilà, Sarah, on va travailler comme ça. Donc voilà, je reçois des choses par mail, de loin en loin, les gens commencent à soit ont apprécié le livre, un des livres et se retrouvent dans la ligne éditoriale quelque part et me soumettent des textes. Soit c'est totalement par hasard et voilà, je trouve ça
absolument réjouissant à chaque fois d'avoir une petite anecdote derrière chaque bouquin. C'est vraiment Le conseil qu'on pourrait donner à un écrivain ou à une autrice pour rentrer dans la ligne éditoriale de Gorge Bleue, c'est de vous suivre à la trace et de tomber sur vous par hasard. C'est c'est bien ça. ça? Ok, très bien. Dans les salons. Stéphanie. Oui, bonsoir à tous et bonsoir Marie et Alex. Je suis contente de vous voir là parce qu'on se connaît à Strasbourg, donc c'est génial de vous voir là. Alors Marie t'a dit que justement tu avais parfois refusé, que c'était facile parfois de refuser des manuscrits parce que c'était pas du tout la ligne. Et alors quand on regarde sur le site de Gorge Bleue, tu as mis que tu cherchais surtout en fait à éditer des aventures collectives et universelles. Et puis évidemment il y a un côté féministe. Alors moi j'ai lu le roman de Marie-Célène que j'ai beaucoup aimé et j'ai pas trouvé justement qu'il y avait un côté féministe, dans le sens fort du terme, sans doute pas autant que l'essai d'Alexia que je n'ai pas lu. Donc, est-ce que tu peux expliquer peut-être la ligne et comment tu rassembles finalement ces autrices sous la même bannière? Oui. Alors, pour revenir sur juste un instant sur le fait de la ligne éditoriale, quand je dis c'est facile de dire non, j'avais un exemple très simple en tête. C'était un monsieur qui m'avait envoyé 3 recueils de poèmes et qui m'avait juste écrit dans le mail « Bonjour, merci de publier mes poèmes, au revoir ». Et donc, j'étais là… C'était moi. Non, c'est pas vrai. Ouais, vous avez un pseudo aussi. Donc là, c'est très facile de dire non. Et voilà. Mais oui, donc du coup, il me semble que alors, tous les textes ne sont pas des textes féministes. Par exemple, Au nom de la démocratie, ce n'en est pas un. Et je ne crois pas que c'est écrit quelque part. Enfin, quand les textes sont féministes ou où les autoristes se revendiquent du féminisme, je l'écris. Mais je crois, il ne me semble pas que c'est écrit sur le site que c'est des textes féministes. Mais et du coup, c'est plus Non, dans le fonctionnement de la maison d'édition qu'on peut dire. Ouais, à voir. Et par contre, oui, l'idée du collectif. Bon, alors du coup, la ligne éditoriale. Pour moi, c'est important des textes qui renvoient. Enfin, en tant que lectrice, j'aime pas particulièrement le récit de soi, ce qui est quelque chose que je vois beaucoup passer en librairie. Et pour moi, c'était important d'avoir une extrapolation, un texte qui, même s'il parle d'un individu unique, puisse parler au grand nombre et quelque chose d'universel. Et j'ai besoin de porter des textes qui disent quelque chose sur le monde, donc qui portent vraiment quelque chose de ce qu'on est en train de vivre. Pour moi, il y a une idée attends, c'était en français, en allemand, c'est Der Zeitgeist, Die Zeitgeist, je n'ai plus mes genres en allemand, c'est l'air du temps. Et pour moi, je trouve que dans chaque œuvre qui est portée par un artiste, donc le prisme de l'artiste, en fait, qui est un art, qui est un artisanat, un travail, donc les auteurs parviennent à mettre en mots des choses. On est tous le produit d'une époque et pour moi, c'est important. Enfin, je veux porter des textes. Je m'intéresse à ce que l'époque dans laquelle on est en train de vivre pousse les auteurs et les autrices à produire comme texte. Et donc, du coup, ça donne souvent des choses. Là, je ne sais pas si je peux déjà faire une espèce de règle générale puisque j'ai publié que 6 textes, 9 textes à venir. Mais ça donne des choses qui, même si on est par le prisme d'un seul individu, ça peut parler au collectif, sans être dans l'exploration vraiment de soi. Est-ce que j'ai répondu totalement à la question? Oui. Oui. Ça a l'air, mais elle relève la main. Oui. Oui, non, oui, très bien répondu, mais le rapport en fait entre Marie et Alex, par exemple, parce que ça saute pas aux yeux. Oui, évidemment. Les œuvres entre elles, si on prend ces deux-là, elles sont très différentes de par le sujet, de par le traitement, de par le genre, de par le format. Mais au sein du catalogue, ce sont 2 œuvres qui disent quelque chose sur le monde qu'on est en train de vivre.
pour le monde qu'on est en train de vivre, l'époque qu'on est en train de vivre et le monde dans lequel on vit. Pour moi, le roman de Marie, il m'avait pas mal touchée en tant que personne qui vit en Alsace. Je me considère comme, moi je suis une enfant de la libre circulation des personnes, de l'espace Schengen. Je vais faire mes courses en Allemagne, je traverse le pont et je vais aller chercher mes produits de beauté parce qu'ils sont beaucoup moins chers en Allemagne. La bière et les alcools aussi, ils ont beaucoup moins de taxes. Et donc pour moi, la notion de frontière me parle pas trop. Et pourtant, mon grand-père était un malgré nous. Ma grand-mère, elle ne parlait pas français, elle parlait uniquement alsacien. Et c'est vrai qu'en tant que libraire, en tant que personne qui traîne beaucoup dans les librairies, je lève souvent les yeux au ciel quand je lis des choses sur le 50e, 60e, 70e anniversaire, enfin, tous les ans, toutes les décennies. En fait, éditorialement, on est submergé par les livres qui font rapport à qui ont rapport avec cette fameuse Deuxième Guerre mondiale. On est dans un territoire qui est très propice à ça. Et c'est vrai que j'ai toujours une réaction de rejet par rapport à ça, puisque je ne me sens pas concernée. Et je trouvais ça... J'ai été très déstabilisée et c'est ça qui m'a vraiment intéressée, de savoir qu'est-ce qu'on peut produire comme œuvre aujourd'hui quand on est autrice contemporaine un peu de la génération, de ma génération, et qui disent quelque chose sur la Deuxième Guerre mondiale, le rapport au territoire, les femmes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà, c'était ça qui m'avait vraiment touchée dans ce texte-là et qui avait un rapport pour moi avec le collectif. Après, c'est ultra... du coup, c'est très, très lié à mon point de vue et mon ressenti des choses. J'ai pas de comité de lecture et donc du coup c'est vrai que les liens ils font sens dans ma tête. Je sais pas si il faudra qu'on regarde l'année prochaine avec le catalogue de neuf comment au sein du même catalogue ces textes qui sont très différents les uns des autres arrivent à cohabiter. Pour moi ils font sens et c'est peut-être je vois vraiment la maison comme un espace et à l'intérieur duquel j'accueille entre guillemets oui, voilà, j'accueille des textes, j'accueille des auteurs et des autrices. Et maintenant, à l'intérieur de cette maison, les échos, les correspondances se font ou pas. Mais voilà, il y a des correspondances pour moi. Alex a levé la main. Elle voulait t'arrêter, Marie, je crois. Dis-moi, Alex. Non, je voulais pas t'arrêter. Je voulais peut-être éventuellement compléter la réponse, si je peux. Enfin, je sais pas si en fait bien sûr. on peut, ou s'il faut parler à la fin. Tout est possible. C'est super. Sur la notion de livre féministe, je me permets juste d'ajouter que je pense qu'il y a plusieurs façons d'être féministe, qu'il y a c'est des idéologies qui sont plurielles et que pour moi, un livre féministe, ça peut être un livre qui en parle frontalement, comme Vulve, qui se revendique clairement et radicalement de cette idéologie-là. Mais ça peut être aussi fait de façon plus subtile et intelligente, qui permettra de s'adresser aussi à d'autres personnes. Et là, je parle vraiment sous le contrôle de Marie, des Marie. Et moi, il me semble qu'un roman avec pour héroïne principale une femme qui prend la mer seule, qui est une scientifique, qui fait des recherches, qui fait un choix de vie indépendante et libre et qui va seule dans les bars et qui mène toute seule une enquête sur ce qui est un phénomène qui pourrait s'apparenter à la fin du monde et qui est donc une espèce de super-héroïne, tout en liant ses histoires de famille, enfin voilà, sans spoiler, sans divulgacher. Il me semble que c'est aussi un livre féministe, en fait. Mais bon, pour moi, je lis tout à travers ce prisme-là, donc je ne sais pas si les maris seront d'accord avec moi, mais c'était juste mon point de vue. Voilà. Merci. Et je pense que Marie est plutôt d'accord. Enfin, moi, je suis déjà totalement d'accord et Marie, je pense aussi. Marie? Oui, Marie. Oui, je peux rebondir. C'est sympa d'écouter aussi les points de vue. Oui, je suis très d'accord avec Alex, puisque pour moi, c'est ce que j'ai écrit, ça témoigne aussi d'un engagement envers le féminin, puisque je parle aussi des traumatismes qui appartiennent majoritairement aux femmes. Et c'est pas parce que je le fais sans crier, lever le poing et tout ça, qu'il n'y a pas quelque chose derrière dans le message que je souhaite aussi porter. Et je pense qu'on peut le faire d'une manière sensible
Et vu que c'est ma manière d'écrire, voilà, pareil, sans divulgacher, voilà, dans l'histoire, il y a aussi des récits qui, pour moi, sont voilà, une manière de de ce qui peut arriver au féminin blessé, meurtri, violenté. Et c'est important aussi d'en parler comme si ça faisait juste partie de la vie et donc partie d'un texte et pas forcément sans écriteau en fait dessus. Voilà. En tout cas, moi, c'est la manière dont j'ai voulu le faire, même si c'est pas foncièrement le sujet principal, quoi. Enfin, parce que moi qui ai accompagné longtemps des femmes victimes de violences voilà, dans mon métier à côté, j'aimerais pas que ce soit leur sujet principal de vie non plus. Donc, à travers mon personnage, c'est aussi ce que j'ai voulu faire. Juste, c'est une part de sa vie, parce que c'est une part sociale du monde d'aujourd'hui, et c'est en ça que ça témoigne aussi du monde, comme le disait Marie. Voilà. Mais ça fait quand même partie du texte. Moi, en tout cas, c'est là où je me relie à Alex et aux autres, et à Mathilde aussi, où il y a des thématiques vraiment communes avec mon texte. Voilà. Alors, je rebondis sur l'ouvrage d'Alex, Vulve. Donc, là, pour le coup, on entre directement dans le sujet, pas de pincettes. C'est une sorte de porte d'entrée pour justement vulgariser le sexe féminin, pour éviter que ce soit un tabou. Pourquoi en êtes venu à écrire ce texte-là? Est-ce qu'il y a véritablement une révolte, une envie de vulgariser les choses, de l'écrire aussi peut-être pour les hommes, pour qu'ils comprennent davantage le sexe féminin? Qu'est-ce qui vous a poussé véritablement à l'écrire? Essayer de sortir de l'hétéronormativité. Non, je pense que c'est une quête personnelle, hein. J'écris d'abord pour moi et après pour mes adelphes, pas trop pour les hommes. Enfin, mon travail, c'est d'éduquer et de faire de la formation auprès d'hommes sur la sensibilisation aux questions féministes, et je suis payée pour faire ça parce que c'est douloureux et laborieux. Mais quand je parle du sexe des femmes, je le fais par et pour elles. Et je parle du sexe des femmes, mais en fait, je parle des vulves, donc je parle du sexe de toutes les personnes qui ont des vulves. Il se trouve qu'autour de moi, c'est plutôt des femmes cisgenres, mais ce n'est pas forcément le cas. Ce que j'avais envie, moi, d'interroger, en fait, c'est comment, justement, à partir d'une assignation biologique à la naissance, on devient femme, en fait, et qu'est-ce qui ensuite est influencé dans nos manières de vivre, d'avoir un rapport à l'autre, de nous exprimer, d'avoir une sexualité, des fantasmes, des envies ou non de parentalité, une vision de son propre corps. Voilà, tout ça, ça m'intéressait. Et le point de départ, c'était, voilà, est-ce que c'est une fille ou un garçon? Je ne sais pas si ça répond à la question ou si je suis à côté de la plaque. Non, c'est très bien. Okay. On va peut-être parler aussi de cet atelier d'écriture et au sein de l'association Langue de lutte. Comment est née cette envie-là? Alors là, oui, vous nous l'avez dit, mais par rapport au texte même, s'il me semble bien, ce sont des témoignages que vous avez recueillis, que vous avez traités, et non sans humour. Clairement, là, l'humour est très présent et les jeux de mots aussi. Comment vous avez travaillé ça? Comment on arrive à parler de choses intimes en présence d'une autrice? Je ne connais pas forcément vos liens avec les personnes interrogées ou témoignées, en tout cas les témoignages, mais comment vous avez réussi euh, à leur faire exprimer leur propre intimité? Il y a deux choses, je pense. Vous avez la bande son de mes voisins, peut-être là, désolée. Il y a deux choses. La première, c'est que donc, pour répondre à pourquoi langue de lutte et ensuite comment on fait pour créer un climat d'intimité, moi j'ai créé langue de lutte avec une autre personne parce que on cherchait des espaces-temps, des cadres de contraintes dans lesquels on pourrait écrire de façon plus ou moins militante, mais en tout cas dans un cercle qui serait bienveillant, où on ne couperait pas la parole et on pourrait lire plus des pentes qu'autre chose pour s'inspirer. Voilà. Et en fait, je ne trouvais pas de lieu qui correspondait à ce que je cherchais. Il y avait des ateliers, j'habite à Paris, il y a plein d'ateliers d'écriture à Paris. Déjà, ça coûte super cher.
Moi, je n'avais pas la thune pour faire ça. C'est un peu élitiste. Moi, je n'ai pas fait des études. Il y a plein de trucs que je n'ai pas lus, donc je ne me sentais pas légitime à approcher ce milieu-là. Voilà. Et puis souvent, c'était un milieu où je trouvais pas assez de sororité ou d'adelphité. Donc, c'est comme ça qu'on a lancé les ateliers langue de lutte. Et en fait, grâce à ça, j'ai appris à gérer des groupes de parole. Et j'aime beaucoup écouter. Voilà, donc je pense que j'ai développé cette capacité-là de médiation et d'écoute. Et pour Vulve, en fait, j'ai repris cette méthodologie en fait, qu'on fait en atelier d'écriture, de proposer des sujets, des contraintes, et que chaque personne qui était là, d'abord, écrive dans son coin avant de partager avec le groupe, de façon à ce que le débat ne converge pas vers une espèce d'opinion un peu tiède et consensuelle, puisque c'est ce qu'on fait parce qu'on veut juste être aimé et bien s'entendre, surtout quand on a été socialisé comme une femme, on ne va pas aller vers le conflit. Voilà, donc ça permettait en fait de conserver des marginalités d'idées. Et puis ensuite, comment on fait pour que les gens parlent autour de nous. Ce n'est pas forcément des personnes que je connaissais, certaines oui, d'autres non. Mais en gros, on peut, c'est un truc que j'ai écrit, mais on ne peut pas demander à tout le monde de se mettre à poil et sauter dans la piscine et rester en maillot au bord du bassin à prendre des notes, quoi. Donc, du coup, je me suis aussi beaucoup livrée. Donc, il y a c'est très pratique parce vu que tout est anonyme, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas que c'est moi qui les dis, en fait. Voilà, donc en fait, dans les retranscriptions, il y a ma voix et il y a celle des autres. Voilà. C'est des discussions aussi. Et justement, par rapport à cela, pourquoi avoir choisi l'humour comme vecteur principal? Parce que ce n'était pas forcément évident, ça aurait pu être un essai très académique. Pour le coup, ça ne l'est pas. On est davantage sur arriver à tout simplement faire encaisser les choses à des gens qui ne sont pas forcément adeptes du vocabulaire. Et on parlera du langage tout à l'heure, après avoir passé la parole à Marie, mais il y a beaucoup de questions par rapport à cet ouvrage. Mais pourquoi l'humour? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites naturellement? On vous sent farceuse, on vous sent facétieuse dans l'ouvrage, et c'est plutôt surprenant sur un sujet comme celui-ci. C'est marrant parce que, en fait, quand vous dites pourquoi l'humour, ça me rappelle cette scène de 99 francs. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, où il y a un publicitaire qui propose une pub à son client, et c'est une pub qui est drôle, et le client lui dit « Ouais, ok, mais pourquoi l'humour ?» Et l'autre, il dit « Je sais pas, pour toi, pour moi, les gens, ils aiment bien rigoler, ça leur fait du bien, non, ils en parlent au travail après. » Voilà, donc du coup, ça me fait juste penser à ça, ça me fait rire. Mais sinon, je pense que ça permet de rendre les choses accessibles. Moi, je travaille aussi avec une BDiste, Emma, qui, je pense, utilise aussi l'humour pour que, justement, ces messages-là, voilà, ils soient plus accessibles. Ça permet de vulgariser des propos, de parler de choses qui ne sont pas forcément rigolotes. Moi, je fais des formations sur les violences sexistes et sexuelles, et j'arrive à faire en sorte que les gens ne sortent pas en pleurant. Donc, voilà, je pense que c'est important de s'amuser et aussi de se dire que le féminisme et la lutte, ça peut être quelque chose de très joyeux. C'est une très bonne réponse. Ouais, ça va, je me suis bien sortie là. Marie-Célène, je ne vous vois pas encore, c'est bon? Oui, je vous vois, c'est bon. Alors, Le silence qui cache la forêt, pour le coup, j'ai cru comprendre que le chemin jusqu'à l'édition fut long et difficile. Et là, en 2020, 2 ouvrages qui sortent. Le début d'une grande aventure. Vous animez un podcast, vous êtes thérapeute. J'aimerais savoir comment toutes ces activités arrivent à s'agréger ensemble. Alors, Le silence qui cache la forêt, ça n'a pas forcément été une longue aventure. C'est mon aventure éditoriale à moi qui a été longue, puisque j'ai mis 10 ans avant de réussir à être éditée. Mais il y a eu 2 romans avant qui n'ont pas été édités. Au final, Le silence qui cache la forêt, ça n'a pas été si long que ça. J'ai rencontré Marie assez vite, on va dire, par rapport au délai d'un écrivain qui cherche un éditeur. Et évidemment, on est quand même bien obligé de gagner sa vie quand on écrit des livres aussi et qu'on essaie. Et en fait,
Comment j'en suis venue à accompagner les autres? Je ne peux même pas répondre, sincèrement, mais en tout cas, ça m'a permis de côtoyer, j'en parle un peu au passé parce que là, j'écris surtout, en fait, je suis plus thérapeute, j'ai arrêté, mais ça m'a vraiment permis de toucher à beaucoup de sensibilités humaines, à apprendre en profondeur plein de subtilités de la psyché qui ne m'étaient pas permise d'avoir avec juste mon expérience personnelle. J'ai beaucoup écouté les autres. Si je sais comment je suis devenue thérapeute, en fait, c'est parce que je menais des ateliers d'écriture, aussi d'écriture autofictionnelle, en fait, à l'université de Nancy, à l'époque. Donc ça, on remonte à il y a longtemps, 2009, je crois. Et on a commencé à me confier plein de choses hyper personnelles. Et je savais que je n'avais pas le droit d'être davantage présente parce que je n'étais pas formée. Et du coup, j'ai voulu me former pour pouvoir accueillir toutes ces écritures de l'intime. Et voilà, donc c'est comme ça, c'était déjà finalement l'écriture qui m'a ouvert la porte à l'humain, à sa psychologie et tout ça. Et voilà, et comment aujourd'hui tout ça coexiste, j'ai décidé il y a quelques temps de me dire, et si on pouvait être poétesse entrepreneur? Et donc je me lance le défi. On se tient au courant dans quelques années, est-ce que ça fonctionne ou pas? Mais oui, j'anime une communauté sur Instagram aussi qui s'appelle La Maison Célène, où du coup j'essaie mon truc, en fait, c'est de dire l'imagination, la fiction, l'art, c'est ça qui va nous faire du bien, c'est ça qui va nous sauver, entre guillemets, surtout dans la période où on est. Et j'avais été formée à la bibliothérapie avec Régine de Tendel, qui est aussi autrice, je ne sais pas si certains la connaissent, qui est chez Actes Sud, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà, à ses côtés aussi, j'ai appris que la littérature, la fiction, et là je ne parle pas de développement personnel, même si j'en écris aussi, peut vraiment faire du bien. Et donc en fait, il y a une part de moi qui véhicule le message et une part de moi qui essaye aussi d'écrire des récits qui peuvent faire du bien. Voilà en gros comment ça cohabite dans ma vie aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, Le silence qui cache la forêt, ce travail sur Anna, sur cette météorologue, pas simple à dire, qui traverse cette tempête justement inexplicable, comment vous l'avez travaillée? Pourquoi elle est apparue à un moment donné pour un premier roman, puisque c'est toujours intéressant de connaître la genèse de la création des personnages, et pour le coup, celle-là, cette Anna, c'est quand même une femme extrêmement forte et féministe. Oui, on va le dire pour Alex, et bien sûr. Mais c'est intéressant de savoir comment un personnage vient à vous. Il y a forcément un petit peu de vous dedans, j'imagine, mais pas forcément totalement. Comment elle est arrivée à vous? Alors, je me faisais justement la réflexion il y a quelques jours que finalement, enfin moi qui ai aussi appris l'autofiction à des étudiants et tout ça, je me fais la réflexion aujourd'hui que finalement j'ai l'impression qu'on se met 10 fois plus à nu quand on témoigne de notre imaginaire plutôt que quand on raconte notre vie. Parce que finalement, quand on fait un récit de soi, j'ai l'impression aussi qu'on le contrôle, qu'on censure ce qu'on ne veut pas montrer, enfin voilà. Et du coup... Excepté Christine Angot. Oui. Ah bah oui, non, mais il y a des personnes qui le font brillamment et voilà, et c'est autre chose. Mais et je trouve, moi j'aimerais bien connaître aussi la part d'imagination de Christine Angot, ceci dit. Mais voilà, je trouve en fait que quand on témoigne de ces mondes imaginaires aux autres, finalement je me disais, est-ce que c'est pas encore plus intime, est-ce que c'est pas encore plus profond, encore plus inconscient, parce que Anna et moi, on se ressemble pas tellement. D'ailleurs, des proches à moi qui ont lu le livre m'ont dit, mais j'espère que tu ne ressens pas cette solitude, sinon on est désolé, viens faire un câlin, quoi. Mais voilà.
Comment elle est apparue? Bah, c'est vraiment un livre que j'ai écrit en me laissant porter. Et j'ai pas réfléchi, j'ai pas voulu avec celui-là me prendre un tableau, me dire voilà, il va se passer ça, 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 enfin voilà, faire vraiment de la méthodologie, de la structure. J'ai écrit plein de petits bouts de texte. À la base, c'était une voix qui disait je. D'ailleurs, le texte que j'ai envoyé à Marie, c'était écrit à la première personne, donc ça ressemblait pas forcément au livre qui est sorti. Et c'était une voix qui s'adressait à quelqu'un, on ne savait pas qui. Moi-même, je ne savais pas qui était ce personnage, je ne savais pas à qui elle s'adressait, mais je l'ai laissé parler. C'est un livre que j'ai eu envie de commencer après les attentats de Paris. Et parce qu'à ce moment-là, en fait, donc moi, j'avais mon cabinet de thérapeute où je m'occupais justement de femmes victimes de violences. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les attentats et là, d'un coup, bim, plein de personnes qui viennent parler de leur drame individuel à eux, qui n'avait rien à voir avec le drame collectif des attentats, qui étaient beaucoup des récits, pour eux, ce n'était pas des récits, c'était des souvenirs, quoi, malheureusement, de violences sexuelles, etc., de harcèlement, tout ce qui se passe malheureusement encore beaucoup dans notre monde. Et là, je me suis dit, mais il y a un lien, en fait, entre les deux. C'est comme si le fait qu'il y ait un drame collectif, ça a ouvert des brèches pour tous les petits silences individuels qui ont aussi envie de s'exprimer. Et donc, voilà, je suis partie de là et voilà, j'ai laissé couler la plume, on va dire, pour faire parler Anna. Et météorologue, c'était un métier que j'aurais vraiment beaucoup aimé faire. Quand j'étais toute petite, je m'étais dit, ce serait tellement chouette. Là, c'est un clin d'œil, le début du texte qui se passe à la Pointe du Raz, puisque j'y étais en colonie de vacances quand j'étais petite fille. Et je m'étais dit que météorologue, ce serait un super métier que je n'ai pas fait. Et voilà, j'ai eu envie de lui donner ce métier-là. Et l'idée de la tempête qui vient sur le Grand Est et qui tourne en rond et qui ne s'arrête plus, elle est venue en plein milieu de la nuit, elle m'a réveillée, 5 heures du matin, et j'ai fait oh, une tempête. Et du coup, je me suis dit, faut que tu essayes de l'insérer dans les morceaux de texte que tu as déjà sous la main et de regarder si ça marche. Le lendemain matin, quand je me suis mis au travail, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Qu'est-ce que c'est que cette idée? Et au final, tout s'emboîtait super bien et c'était pile ce qui me manquait. Et voilà un peu comment je l'ai écrit, ce texte. Donc ça a été, la bio dit que voilà, c'était un peu des voyages méditatifs, mais temps d'écriture, mais c'est vraiment ça pour le coup. En tout cas, ce livre a été écrit beaucoup comme ça. Et après, faut se débrouiller à faire un travail de tisseuse entre toutes les petites idées, tous les petits morceaux pour leur donner du sens. Mais en tout cas, moi, j'écris un peu comme ça. On embrasse j'arriverai jamais à le dire. On embrasse les météorologues qui, une fois de plus, se tromperont sur le temps qu'il fera demain. C'était un petit tacle gratuit, mais Stéphanie, c'est à toi. Oui, alors justement par rapport à la météorologue qui est le personnage principal, comment tu as choisi de prendre un personnage qui incarne à la fois la science et en même temps qui va se laisser porter par beaucoup d'éléments de l'atmosphère, enfin beaucoup d'éléments climatiques. Je dis toujours que ton roman, que c'est un roman atmosphérique quand j'en parle, parce que pour moi c'est vraiment ça, avant tout c'est une atmosphère, mais au sens aussi météorologique du terme. Et donc, oui, qu'est-ce que tu voulais mettre en évidence dans cette façon d'allier la science et puis un peu plus la perception, les sens en fait qui nous permettent de sentir le monde. Et j'avais une autre question, mais elle m'a échappé, donc je verrai plus tard. Alors en fait, pour moi, le monde, il est vraiment comme ça. Donc ça, c'est ma perception très personnelle, parce que je suis quelqu'un de très pragmatique et très terre-à-terre, en fait, dans ma vie de tous les jours. Et en même temps, je suis très sensible. Et j'adore... voilà, ce que j'aide les autres à faire aussi, c'est de l'introspection. Et donc, j'adore me connecter aux sens, aux sensations, aux émotions. Et pour moi, chaque personne porte en elle un peu
ces deux vibrations, si on peut dire. Et donc, je trouvais que ça rendait le personnage aussi intéressant d'en faire quelqu'un justement qui veut s'accrocher à quelque chose de très rationnel et des fois ça donne pas toutes les réponses, quoi. Voilà, et qui va comme elle fuit, Anna fuit beaucoup de choses, elle fuit aussi par la tête, et donc là elle se laisse, enfin ses sens la rattrapent, on va dire. Je reviens sur l'ouvrage de... Oui, pardon Stéphanie, vas-y, Non, je te vois j'avais vite. j'avais retrouvé ma remarque, en fait, c'est pour ça. Vas-y, vas-y. C'était juste par rapport à une phrase sur laquelle je suis tombée tout à l'heure en regardant à nouveau le début, et justement ça faisait écho à cette interrogation-là du choix du scientifique, parce que tu fais dire au personnage je suis météorologue ou je suis scientifique, pas magicienne. Alors qu'en fait, elle est quand même un peu les deux, parce qu'elle va user d'autres choses que la science pour parvenir à résoudre jusqu'à ses propres interrogations à elle. Donc, enfin, ça m'a fait rire cette phrase, parce qu'il y a tout en fait dans cette phrase-là. Enfin, pour moi, il y a un peu tout quand on connaît l'histoire. Ah ouais, non, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est une phrase de dialogue que j'aime bien. Du coup, elle dit ça à son supérieur, hein, qui lui demande de résoudre des choses. Et puis, en fait, là, c'est un petit peu comme si c'était aussi, comme elle se heurte à beaucoup de personnages masculins, en fait, dans le livre, c'est aussi une intrusion qu'il fait dans son univers, quoi. Et du coup, c'est une manière de le remettre à sa place, comme si sa magie à elle, elle regardait pas les autres, quoi. Je reviens sur l'ouvrage donc d'Alex. On n'a pas parlé du ressenti de ces femmes après la parution de l'essai. Comment ont-elles vécu ça? Est-ce qu'elles ont été surprises? Est-ce qu'elles se sont reconnues? Évidemment, elles se sont reconnues. Mais puisque le récit se déroule de manière très fragmentaire au final, puisqu'on ne sait pas si c'est vous, si ce sont en effet ces femmes-là, mais comment ont-elles ressenti la parution? Et deuxième question, il me semble qu'il y a un documentaire qui a été fait sur ces femmes-là, sur leur ressenti, mais sans certitude. Si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est en projet? En tout cas, il n'y a pas eu de documentaire suite à mon essai. Mais il y a un documentaire qui s'appelle Viva la vulva, qui est sorti à peu près en même temps, mais qui n'a rien à voir avec mon projet. Marie, tu veux rajouter quelque chose? Non? Attends, t'as la main levée, mais ton micro est coupé. C'est bon, j'ai trouvé le petit mot. J'ai été contactée, mais il y a 3 mois après la sortie du livre, j'ai été contactée par une journaliste qui me disait j'aimerais bien faire un docu sur Vulve. Et je lui ai envoyé le livre, mais je n'ai jamais eu de retour. Alors, si le documentaire est sorti, il peut nous le dire. Genre, je ne suis pas du tout. C'est toujours moi. C'est toujours moi qui l'ai publié. C'est toujours moi. Non, mais ce que je voulais dire, c'est ça aurait été. Ces entretiens-là n'ont pas été filmés, j'imagine. Mais c'est vrai que ça aurait pu faire partie de la chose. Beaucoup de documentaires sur ce genre de thématiques, pas sur le sexe féminin, mais sur d'autres, comme Entre les murs, par exemple, en classe, dans le système scolaire. Mais ça aurait pu faire partie d'une véritable plongée au cœur de la psyché féminine, ou en tout cas par rapport à la liaison qu'elles ont avec leur sexe. Mais ce n'est pas le cas. Non, c'est pas le cas, et je pense que ça aurait été un peu difficile à réaliser parce qu'en fait, il y a eu plusieurs groupes de parole, enfin après si sûrement, hein, mais moi j'ai fait un travail beaucoup de synthèse et de recoupement et d'analyse de ce qui a été dit pour qu'il y ait une pluralité de ces voix-là et de ces opinions. Je sais, des retours que j'ai eus, en tout cas, des personnes qui ont... Enfin, ça a été discuté en amont, hein. Je leur ai demandé si elles étaient d'accord, évidemment, si elles voulaient que leur nom apparaisse ou pas, si elles voulaient relire ou pas avant, enfin bref. J'appréhendais un peu qu'elles ne se retrouvent pas. Des retours que j'ai eus étaient positifs. Elles étaient contentes de se retrouver les unes les autres, de retrouver voilà, leurs avis dans Vulve. Et bon, après, peut-être que quand les gens ne sont pas contents, ils ne me le disent pas, parce qu'ils sont sympas. Alors, je ne sais pas.
j'ai eu de bons retours. C'est possible. On avait reçu Wendy Delorme pour son dernier ouvrage chez Cambourakis, qui était merveilleux. Votre livre, il s'appuie sur de nombreuses autrices, Mona Chollet, Chloé Delhomme ou Martin Page, avec Au-delà de la pénétration, qui était aussi un grand livre, à mon sens, qui n'a pas été assez vu malheureusement, mais qui est un grand livre. Comment vous envisagez l'avenir de la littérature sur ce sujet-là, sur le sexe féminin? C'est drôle que vous parliez de Wendy Delorme parce que je l'ai vue hier soir sur scène. Elle faisait une performance et je suis très, très, très fan de son travail. Et je pense que, alors, l'avenir de la littérature sur les vulves, je ne sais pas. Je pense que peut-être que c'est un sujet dont on a assez parlé. Enfin, les monologues du vagin, c'est sorti il y a 20 ans, donc peut-être que c'est bon, là, on peut passer à autre chose. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une littérature féministe et militante autour de ces sujets-là qui peut s'organiser de façon collective. Et moi, c'est ce genre de projet qui m'intéresse, c'est les collectifs d'autrices sœurs qui partagent des connaissances, des ateliers, qui font croiser des performances. Voilà. Donc, l'avenir, je l'imagine de façon sorore et voilà, en adelphité, à plusieurs. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre essai, c'est cette question du langage. Parce que dès le début, page 23, vous parlez de renverser le genre, et notamment, oui, c'est ça, de renverser le genre, de renverser cette règle qui met le masculin dominant par rapport, en tout cas la primauté du masculin par rapport au féminin. Et vous suggérez à un moment donné, si j'ai bien compris la phrase, que ceux qui sont contre cette règle seraient misogynes. Est-ce que c'est véritablement aussi puissant? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine nuance à apporter? Et la deuxième question serait dans quel cadre le langage impacte-t-il la rupture d'égalité entre femmes et hommes? Alors déjà, je crois que ce qui ne se dit pas n'existe pas. Ce qui ne s'écrit pas n'existe pas. Donc, c'est pour ça que c'est important. Pour m'appuyer sur Chloé Delhomme, elle dit, voilà, les femmes en France, c'est 30% des écrivaines qui possèdent le langage, possèdent le pouvoir. Donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu politique à s'approprier ces mots-là. Et je pense que mon accusation de misogynie visait particulièrement l'Académie française au XVIe ou XVIIe siècle, qui décrète que dorénavant, on ne dira plus autrice, médecine traitante et autres. Voilà. Et donc, qui supprime un mot, qui supprime un métier et donc des projections et des modèles possibles. Alors que, voilà, en fait, on a l'impression que autrice, c'est un néologisme, que c'est tout nouveau, que c'est bizarre, ça sonne étrange à l'oreille, et pourtant institutrice, ça passe. Voilà, donc pour ça, Alice Zeniter, elle dit qu'en fait, pour ce qui est de l'oreille, on ne peut pas juger de l'esthétique d'un mot si on ne l'a pas assez entendu, parce qu'il est trop minoritaire. Donc, une copine, elle lui avait conseillé de répéter autrice tous les jours pendant 2 ans et de voir si au bout de ça, elle trouvait toujours que c'était moche. Et je ne sais pas si elle l'a fait ou pas, mais elle disait que maintenant, elle utilisait autrice. Ce qui est mon cas aussi. Oui, Visuellement, à l'oreille, en effet, plus on le dit, plus on l'accepte. C'est tout à fait juste ce que vous dites. Et après, voilà, l'idée de la féminine universelle, elle n'est pas de moi. Hein. J'avais parlé de ça avec Tiff Ndé, qui la pratique déjà depuis plus de 10 ans, je pense. Mais après, c'est juste un concept. Hein, mais après tout, on parle de... Parfois, pour faire de l'écriture inclusive, on parle d'auteur-is. Là, maintenant, j'essaye de parler d'autriceur. Voilà, pour alterner ces mises en avant. Mais je pense que c'est intéressant d'explorer les mots épicènes, de faire, de se réapproprier le langage. Mais alors, oui, pardon, Marie, allez-y. Il faut le micro, parfait. Oui, je l'oublie à chaque fois. Je trouve ça
très, très intéressant la question de la langue. C'est des questions qui m'interrogent pas mal. Et on a eu des discussions, je ne sais pas si Marie s'en souvient, le premier salon qu'on a fait en juin, on partageait la salle avec il n'y avait personne pendant le salon, c'était tellement triste. Et en fait, on a fini par discuter énormément avec nos voisins de tablé qui étaient d'une moyenne d'âge... du coup, il y avait un vieux monsieur qui écrivait de la poésie, voilà. Et qui est venu nous faire une petite visite de courtoisie sur le stand, et il a vite fait regarder un petit peu le catalogue, il a retourné le livre, et il était là, ouais, ça a l'air intéressant, ouais. Et il a regardé la bio du coup de Marie, et il dit, ah non, par contre, alors moi, autrice, ça va pas du tout, quoi. Et en fait, il cherchait il avait très envie de parler, je pense qu'il s'ennuyait un petit peu, et il avait essayé avec son voisin de tablé avant de parler de PMA. Enfin, il était à fond sur des sujets qu'il maîtrisait pas forcément, puisque du coup Marie lui a bien dit que ouais, en fait, autrice, c'est pas une super nouveauté, et puis ça existe depuis un petit paquet d'années, c'est juste que on a arrêté de l'utiliser. Et je trouve, enfin, moi je suis assez fascinée par la question du langage en tant qu'outil. Pour moi, la langue, c'est un outil un système limite mathématique. Enfin, la grammaire, pour moi, c'est tout à fait mathématique. C'est des systèmes qu'on partage tous ensemble avec des conventions pour décrire le monde. Comment est-ce qu'on fait quand l'outil qu'on a dans notre boîte à outils n'est plus adapté pour décrire ce qu'on a envie de raconter? Et ben, il faut changer d'outil, il faut faire évoluer l'outil, le rendre plus performant. Et je trouve qu'on est dans une phase d'expérimentation assez intéressante. Et en fait, le français, ça s'appelle une langue vivante. Et je trouve ça très, très réjouissant de voir qu'il y a des expérimentations qui se font partout. Alors, les gens qui sont un peu à la pointe, il y a des linguistes militants qui sont sur le coup. Mais on voit que de conventions fixes, il n'en existe pas encore, et qu'on est dans cette phase, il n'y a rien de fixé, on est dans cette phase d'essai, d'expérimentation sur l'inclusif, sur l'épicène, et tout ça, ça questionne notre rapport au langage, et je trouve la perspective assez réjouissante de voir comment ça va influencer nos manières d'écrire. Et là, l'année prochaine, enfin en 2022, je vais publier le deuxième roman de Madeleine Roy. Et de nouveau, petit teaser, le personnage principal est un personnage non-binaire. Et comment écrire la non-binarité quand on a un roman écrit à la première personne? Et j'ai trouvé, Madeleine a énormément de talent, et du coup, a trouvé des moyens absolument très, on va dire, très fluides de faire la différence entre comment le personnage connaît son identité et se sait, et comment l'image que le monde lui renvoie. Et donc la langue et donc les genres que les gens vont lui renvoyer, et son identité propre au personnage non binaire. Et voilà. Donc en tant qu'éditrice, j'avais un peu peur des conventions linguistiques qu'on allait utiliser. J'ai fait des recherches. Il y a un collectif belge qui s'appelle Bye Bye Binary qui a inventé des nouveaux caractères, en fait, avec des liaisons et des ligatures qui permettaient de créer des nouveaux mots, ou d'inclure le féminin, enfin d'avoir la potentialité du féminin et du masculin dans le même mot pour créer un espèce de neutre. Enfin, il y a énormément de choses qui existent. Je ne sais pas ce qui va rester, mais au final, c'est l'usage qui fait la loi. Et plus de gens se mettent à utiliser, l'important, c'est qu'on se comprenne. Et je pense qu'utiliser autrice, ça fait hausser les poils à certaines personnes. Mais pareil, moi, au début, je disais que je trouvais ça pas beau, mais que je l'utilisais en acte militant. Et aujourd'hui, j'arrive pas du tout à dire auteureux. Enfin, c'est plus possible. Donc, c'est vraiment à force d'entendre les choses. Je pense que s'élimineront de fait ce qui n'est pas utile, ce qui n'est pas pratique, et on gardera quelque chose qui convient à la majorité, et l'usage fera loi. Et je trouve ça vraiment réjouissant de vivre dans cette période-là où on se dit, ouais, c'est pas sacro-saint, la langue a déjà été modifiée par le passé, et c'est une langue vivante, elle va continuer à être modifiée, et c'est trop chouette. Alors, je rebondis sur cette langue, Alex, mais par rapport à la jeunesse, vous êtes extrêmement engagée, vous êtes militante. Est-ce que c'est le langage, le vecteur principal pour faire évoluer certaines mentalités, même si ça a grandement évolué
depuis quelques années, mais est-ce que c'est à partir du langage qu'on va réussir à avoir une égalité homme-femme la plus parfaite possible, même si aucune égalité n'est parfaite. Il y aura toujours à un moment donné une rupture d'égalité, mais est-ce que c'est ça? Est-ce qu'avec le langage, tout est possible? Est-ce qu'on va pouvoir renverser la table uniquement avec le langage? Non. Non, c'est insuffisant, bien sûr. Après, c'est un combat multiple, hein. Il y a beaucoup de choses à faire sur plein de terrains. Le langage, ça en fait partie. Je pense que c'est central. En tout cas, moi, dans ma vie, c'est central. Donc, voilà. Mais ça passe aussi par le droit, par la formation, par l'éducation. Euh, le genre, c'est une performance, hein. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est Butler. Donc, en fait, je crois pas que ça passe que par la parole, c'est aussi du non-verbal, une façon d'interagir les uns les unes avec les autres. Donc, je crois que ce sera une condition nécessaire, mais insuffisante. Marie-Célène, après on repassera à Marie Marchal. Dans votre ouvrage, il y a une mise en page particulière, puisqu'il y a quand même une page blanche après chaque chapitre. Comment vous la définissez? Est-ce le vent, le silence? Est-ce que c'est un espace pour chaque lecteur d'imaginer quelque chose? Pourquoi avoir fait ce choix-là, à moins que ce soit Marie Marchal qui l'ayez décidé ensemble, mais c'est quand même plutôt surprenant d'avoir laissé une page vierge, blanche, comme si ça rythmait tout simplement l'ouvrage. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'avec ce roman-là, je ne m'en suis pas forcément rendu compte, moi, de mon côté. C'est vrai que Marie a fait la mise en page, mais au final, elle a fait exactement ce que j'ai écrit, puisque je pense que j'ai aussi écrit du silence à l'intérieur. Et en fait, c'est marrant parce que c'est comme si c'était une question qui me poursuivait, cette question de pourquoi est-ce que je laisse des pages blanches. Je l'avais fait sur un texte une fois vraiment, j'avais une page qui était entièrement blanche et c'était un texte que j'avais écrit pour rentrer en écriture dramatique à l'école de théâtre de Lyon. Et donc quand j'étais étudiante, et parce que je viens du théâtre à la base, et il m'avait demandé, il s'était un peu foutu de moi, il me challengeait, hein, c'était un jury pour rentrer, et donc il m'avait dit, et donc on a beaucoup aimé la page numéro bidule, et c'était ma page blanche, quoi. Donc voilà. Et c'est comme si c'était quelque chose qui me poursuivait. Et en fait, je pense que c'est parce que mon écriture, en fait, elle est sonore. Et du coup, j'ai besoin de silence aussi. J'ai une écriture qui est très musicale. Et, et du coup, vu que je viens du théâtre aussi, ben, il y a des moments où on ne dit rien. Et c'est à la fois pour laisser ces espaces-là, parce que pour moi, c'est finalement du texte aussi, silencieux, mais du texte, et aussi à la fois pour laisser de la place au lecteur. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je pense que ça se lit dans mon texte aussi. Alors, le silence, c'est une parfaite succession pour évoquer peut-être Pierre Sandor, parce que le silence, parce que la solitude, il y a quelque chose, en effet, qui transparaît dans cette écriture-là, mais qu'est-ce qui vous fascine tant dans le silence? Euh, qu'est-ce qui... Pourquoi avoir besoin de ce silence-là au quotidien, j'imagine, peut-être aussi, je pense qu'on en a tous besoin de plus en plus, mais c'est quelque chose qui transparaît dans votre œuvre, comme Pierre, justement, qu'on a également reçu et, au bout de la nuit. Mais justement, pourquoi ce choix-là de silence, même si, à mon avis, ce n'est pas un choix et je pense qu'il s'impose à vous. Non, c'est pas un choix. Je sais pas, est-ce que Pierre avait réussi à répondre à cette question de son côté? Il faut demander à Stéphanie qui a regardé le replay au moins 402 fois. Ce qui me vient là, c'est qu'en fait, dans le silence, on entend d'autres voix.
on entend d'autres voix, ça fait de la place. Enfin, moi, je traîne beaucoup dans la nature. Je suis vosgienne à la base, j'habite à Strasbourg, mais voilà, je suis très liée aux montagnes et à la forêt. Et en fait, je parle plutôt de ce silence-là. Bon, c'est un petit hommage, hein, le titre, du coup, forcément, du roman. Mais en fait, quand il y a trop de bruit, quand il y a trop de bruit du monde, il y a un autre bruit qui est qui est intérieur, mais en même temps, il ouvre des portes à tous les autres êtres humains. Je ne sais pas comment dire. Quand on se détache, voilà, par exemple, on a un conflit avec un de ses voisins, je sais pas, voilà. Et du coup, ça nous prend la tête toute la journée, on tourne dans la tête et tout ça. On part en forêt, on se vide la tête, on marche. Et à ce moment-là, en fait, on prend tellement de recul que le voisin, c'est juste un autre être humain que nous. Et du coup, on se relie à lui aussi à ce moment-là. Donc en fait, à la fois, ça fait écouter ses voix intérieures et à la fois, je trouve que ça nous donne une forme d'humilité qui est hyper précieuse, je trouve, quand on écrit. Et je pense que c'est quelque chose que je partage beaucoup avec Pierre Sandor aussi. Nous, on est là et on attend un peu ce qui va nous tomber sur la tête. On ne connaît pas nos personnages, on ne connaît pas nos histoires. Et au final, ouais, je sais pas, ça vient et c'est parce qu'on se dégage ce temps-là, ce temps de silence, cette écoute. Mais encore une fois, c'est un mot, plutôt que silence, c'est négation du chaos, du bruit du monde, quoi. Je dirais plutôt ça, parce que moi, s'il y a des animaux qui font du bruit, des loups qui hurlent dans la forêt, c'est du silence pour moi, en fait. Quand j'écoute de la musique, parce que j'écoute la plupart du temps de la musique quand j'écris, je passe souvent 1 heure à choisir la musique que je vais écrire avant d'écrire. C'est aussi du silence, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer. En tout cas, c'est très ma bien définition expliqué. du silence. Ouais, c'est très bien défini, en effet. Je repasse à Marie Marchal, pour le coup, parce que là, on évoque les 2 romans, mais il y en a 4 autres. Et j'aimerais bien que tu puisses nous en faire un résumé pour chacun, parce qu'ils sont tous différents, ils sont tous singuliers, et je pense que ça peut aussi intéresser tout le monde. Ok, avec plaisir. Alors, du coup, donc c'est pas que des romans. La première année, j'ai publié 2 essais et un premier roman. Donc, on a l'essai d'Alex. On avait Au nom de la démocratie, un ouvrage assez dense et assez pointu sur la question, les liens entre les premiers textes constitutionnels et la réécriture qu'en proposent les Gilets jaunes. Qui tient vraiment de l'expérience de Marie Cretin-Sombardier qui l'a écrit. Le premier chapitre, c'est l'équivalent de la L1 en droit constitutionnel. C'est pas forcément un texte avec lequel j'ai été la première fois que je l'ai lu, j'ai pas été forcément très à l'aise avec toutes ces notions. J'y connais absolument rien en droit, mais par contre, j'ai appris énormément de choses. Et c'est vrai que cette question d'un gouvernement plus démocratique, c'est le mot démocratique, l'adjectif démocratique et le mot de démocratie est un peu ressorti à toutes les sauces dernièrement. Et je pense que j'avais un vrai désir d'accueillir un texte en fait qui revienne, on parlait du langage tout à l'heure, à une définition plutôt cartésienne et plutôt pas originelle non plus du terme, même si Marie Cretin-Sombardier en fait l'étymologie. Mais j'avais besoin de comprendre peut-être un peu plus, guidée par la plume de Marie, ce qui se passait autour de nous. Donc ça, c'est un premier essai que je conseille vraiment à ceux qui souhaitent rentrer dans du technique, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas de tout le monde, mais c'est très intéressant, j'ai appris énormément de choses. Et il y a Les Tombes, qui est le premier roman de Madeleine Roy. Madeleine, il y a évidemment une anecdote qui est liée à ça, c'est ma première copine d'Internet. Ma première pote d'Internet, on s'est connus quand on avait 15 ans et qu'on écrivait sur des blogs, et on s'est perdu de vue, et on s'est retrouvés dans un train,
Et dans le train, Madeleine m'annonce qu'elle est en train de travailler sur un bouquin. Moi, j'entends ça d'une oreille. 2 ans plus tard, je décide de monter ma maison d'édition. Je l'appelle, je lui dis « T'en es où de ton livre ?» Madeleine me dit « J'ai abandonné le livre de science-fiction féministe basé sur des profils astrologiques. Par contre, je suis en train de travailler sur autre chose. Est-ce que je peux te l'envoyer ?» Je l'appelle « Vas-y, envoie-le-moi. » Et c'était Les Tombes, qui était en cours d'écriture vraiment. Et ça a été un coup de cœur. C'est le premier texte, en fait, du coup, c'est le premier texte fondateur de la maison d'édition. On suit Marilyn, qui est tueuse à gages, blonde platine, qui conduit une décapotable rouge, qui est l'archétype de la femme fatale en littérature ou au cinéma, qui correspond à première vue à l'image qu'on se fait de la femme fatale. Et face à l'avancée de Marilyn, on a Lila, qui n'est pas son alter ego, mais c'est une autre figure qui vient la contrebalancer. Lila, elle correspond au cliché de ce qu'on appelle l'amoureuse. Et pour moi, le livre de Madeleine pose la question de comment est-ce que quand on part de clichés ou qu'on croit reconnaître dans ce qu'on lit des personnages déjà tout faits, comment est-ce que la fiction leur permet de suivre d'autres trajectoires. Donc c'est un livre assez étonnant qui parle de l'écriture pendant l'écriture et qui offre un troisième temps qui est une pièce de théâtre dans lesquelles, qui a un tiers-lieu. C'est toujours acte 0, scène 0 dans lesquels on retrouve les personnages et c'est un tiers-lieu où tout est possible et où Marilyn est décrite par sa fonction, la machine à tuer, Lila est décrite par sa fonction, l'amoureuse, et où elles peuvent interagir avec à la fois Dieu, le fou, on est dans un huis clos complètement ionesquien, et elles peuvent aussi interagir avec l'autrice, qui se joint à elle à un moment donné pour questionner un petit peu ces trajectoires-là. Donc, c'est un roman assez étrange, déstabilisant, mais je le conseille aussi. Les Tombes, pour lancer une maison d'édition, c'est courageux, hein? Oui, en fait, la question des titres est assez épineuse. Je me rends compte que Madeleine m'a présenté ce livre en me disant « ça s'appelle Les Tombes ». Et je suis là « mais merveilleux, c'est un excellent titre ». Et après en librairie, quand j'ai vu, quand je travaillais et qu'il y avait des piles de Les Tombes posées, les gens étaient là « ah, Les Tombes ». Et je suis là « ah mince, est-ce que c'était un excellent titre ?» C'est un excellent titre au terme du sens, parce que Madeleine a commencé à écrire cette histoire, parce que ces personnages de Lila, de Marilyn et les personnages de la pièce de théâtre, dans le groupe de la pièce immobile, ne la lâchait pas. Madeleine voulait écrire, mais ces personnages-là, elle n'arrivait pas à s'en débarrasser. Et donc, du coup, Les Tombes, c'est un peu le testament de tous ces personnages. Il fallait que Madeleine écrive ces histoires pour s'en débarrasser et pouvoir passer à autre chose. Et donc, du coup, Les Tombes, Madeleine finit par enterrer ces personnages. Enfin, c'est pas vrai, ça ne se passe pas dans le livre, mais dans l'écriture, le boulot est fait. Ce livre-là, ça lui permet de se débarrasser de Marilyn et de Lila et de passer à autre chose à la suite de son travail. Et du coup, la suite de son travail sortira en 2022. Ça s'appelle Entre et c'est son second roman. Donc ça, c'était la première année. La seconde année, du coup, il y avait le livre de Marie. Il y avait En Ardennes, qui du coup, comme l'a dit Marie tout à l'heure, aborde des sujets qui sont... on peut retrouver beaucoup de sujets par an qui sont abordés dans Le silence qui cache la forêt. Et En Ardennes, ça a été le troisième texte que j'ai reçu. Je l'ai lu. Mathilde me l'avait envoyé à la suite des rencontres populaires du livre de Saint-Denis. Et je l'avais eu dans ma boîte aux lettres pendant 3 mois. Je n'avais pas eu le temps de regarder. Je l'ai lu le premier jour du confinement. Et en l'ayant lu, je dis « ok, il faut que j'appelle Mathilde ». Parce qu'en fait, En Ardennes faisait absolument le lien entre Le silence qui cachait la forêt, que j'avais décidé de publier, et Pas de bougie, suivi de Shakespeare, La querelle. Merci. Et du coup, ça faisait sens. Et l'année dernière, c'est la première fois que c'est arrivé. Et je l'ai fait par la suite cette année, enfin pour les prochaines publications aussi. Il y avait vraiment un entremêlement d'approches, de thèmes abordés. Il y avait des points communs entre les 3 œuvres dans le traitement. Et pour moi, ça faisait sens absolument que c'était ces 3 œuvres-là qu'il fallait que je publie pour cette deuxième édition. Mais du coup, c'est pas du tout malin d'avoir continué avec En Ardennes. Il faut que je parle aussi de la double pièce de théâtre, Pas de bougie,
suivi de Shakespeare la querelle. Donc, on a 2 pièces de théâtre coécrites à chaque fois par 2 personnes. Sarah et Alix, qui sont frères et sœurs, ils ont écrit cette espèce de huis clos familial absolument délirant où on suit Amalia, 83 ans, qui a décidé qu'elle allait mettre fin à ses jours, puisque elle n'a pas envie de finir, enfin voilà, elle a envie de décider comment elle finira sa vie. Et elle veut que toute sa famille la soutienne. Donc, elle leur annonce cette lourde décision. Et toute la pièce sera comment cette évolution depuis le refus catégorique de tout le monde parce que sa famille l'aime, jusqu'à quelque chose de plus ah ben oui, on écoute et on comprend. Et c'est absolument tordant. Amélia est un personnage qui m'a fait hurler de rire, mais tous les personnages un petit peu. Donc, c'est aussi beaucoup de jeux de mots. Elle a un coach de vie qui est absolument insupportable, qui mange du quinoa et qui lui explique comment le Mexique a changé sa vie. D'ailleurs, elle l'appelle Stefanito alors qu'en fait, il ne s'appelle pas comme ça et que son éditeur, quand il a écrit un livre sur la méditation au Mexique et son éditeur s'est trompé, donc tout le monde l'appelle par son mauvais nom, ce qui fait beaucoup rire Amélia. Il y a l'auxiliaire de vie, il y a les petits-enfants, il y a les enfants, il y aura un échange entre Amélia et sa propre mort qui est incarnée. Enfin, on est dans l'absurde, on ouvre un petit peu les vannes et on rigole tout du long jusqu'au moment où on fond en larmes parce qu'en fait, on s'est fait avoir à être attaché tellement au personnage. Et moi, j'ouvre les vannes quand les personnages n'arrivent pas à se parler au sein d'une famille et qu'à un moment, c'est trop tard. Et c'est très, très beau. Et la deuxième, c'est Shakespeare la querelle. C'est une réécriture de Roméo et Juliette. Donc, on suit Inès, qui est une femme noire qui s'est lancée dans la politique, et Rachel, qui est sa compagne. Elles ont appris qu'elles allaient avoir un enfant. Et elles se sont rencontrées parce qu'elles sont toutes les deux très militantes du côté écolo. Elles se sont rencontrées au sein de la même association qui était très militante, très active. Et le temps passant, en fait, leurs chemins se sont un peu... elles vivent différemment leurs convictions écologistes, puisqu'il y en a une qui se lance en politique. Donc, on est sur la question de la compromission, de comment réussir à toucher convaincre un plus large panel. Et donc, quelles sont ces méthodes politiques? Et en face, on a quelqu'un qui n'a fait aucune compromission, qui les comprend pas et donc, du coup, il va y avoir cette espèce de dilemme insoluble. Comment, à partir des mêmes convictions, on finit par les vivre autrement et comment faire bloc et famille dans ce cas-là. Donc, il est question aussi de violence policière, puisqu'on assiste à il y a une scène qui se joue dans une manifestation. Il y a des sublimes monologues qui mettent les poils, notamment sur un plateau de télévisé entre Claire Chazam et du coup Inès, qui vient de perdre... je ne fais pas de divulgation. Donc voilà, très très chouette, très très dynamique comme plume et voilà, ça fait plaisir. Enfin, moi, je suis assez visuelle, je ne vais pas souvent au théâtre et je lisais les pièces et j'avais l'impression d'y être en fait parce que ça joue sur des codes qui sont très contemporains et donc du coup il y a une écriture qui est très dynamique et ça prend vie devant nos yeux. C'est génial. Avant de passer la parole à Stéphanie, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe. Donc voilà, préparez-vous. La photo, c'est l'instant photo. 3, 2, 1. Lunettes. C'est bon, parfait. Merci. Stéphanie, c'est à toi. Oui, voilà. Alors moi, je voudrais revenir sur l'ancrage. Enfin, c'est une question pour les deux Marie. Je voudrais revenir sur l'ancrage géographique. Donc, le silence qui cache la forêt, ça se passe à Strasbourg. Alors, pas qu'à Strasbourg, il y a des évocations aussi de l'Atlantique et puis les Vosges. Mais on reconnaît évidemment Strasbourg. Et je me suis demandé si le fait d'ancrer comme ça un texte dans un endroit si précis, si reconnaissable, c'était pas parfois prendre un risque de se voir catalogué de roman régional, par exemple, ce qui n'est pas du tout le cas. Et quand je dis ça, c'est même pas péjoratif par rapport à ce qu'on pourrait appeler les romans régionaux. Et je suis même pas sûre que ça existe vraiment, les romans régionaux, parce que finalement, une histoire, ça peut très bien être ancré dans une ville qu'on reconnaît. Et Marie, toi, quand tu as choisi de publier, comme tu es
justement une maison basée à Strasbourg, est-ce que tu t'es pas dit qu'on allait dire de ta maison que c'était une maison strasbourgeoise qui ne pouvait pas sortir de Strasbourg et qui avait peut-être pas du coup une dimension universelle dans les textes qu'elle proposait? Tu veux que je commence, Marie, ou Ouais. C'est une super bonne question parce que du coup, on a dans toutes les régions, il y a ce qu'on appelle les éditions régionalistes, en effet. En Alsace, on est gracieusement inondé de livres sur les Kuhgloff et les cigognes et les tartes flambées souvent, et beaucoup la guerre. Et c'est vrai que même politiquement, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que ça va être relou, mais moi ça m'intéresse pas mal. Pendant longtemps, en fait, les aides accordées aux éditions en Alsace n'étaient accordées que aux livres qui faisaient la promotion de la région. Donc du coup, n'étaient aidées que les maisons d'édition qui faisaient de l'édition régionaliste. Et ça a changé par la suite. Et aujourd'hui, c'est ouvert à toute personne qui publie, enfin à toute structure qui publie sur un territoire. Et je trouve ça génial, normal. Donc il y a de quoi s'en réjouir et en même temps, il était temps. Et du coup, pour moi, c'est important. C'est pas que j'ai du dédain pour l'édition régionaliste, mais pareil, c'est pas des livres c'est pas quelque chose qu'en tant que lectrice j'aime beaucoup lire. Comme dit, le livre de Marie n'est pas du tout un roman régionaliste, et je trouvais ça chouette parce que souvent, quand on peut reconnaître l'endroit où se passe l'action dans la littérature, ça se passe à Paris. On suit un héros ou une héroïne qui descend les grands boulevards et qui passe dans tel et tel petit quartier mignon. Et c'est vrai que je trouve que ça fait du bien un peu de changer d'endroit. Et je pense pas que... Non, alors j'ai pas eu peur. Je voudrais pas... je fais souvent la différence entre... pour les gens qui connaissent pas trop le milieu, je tiens à faire la différence entre une maison d'édition régionaliste qui publie un contenu associé à la région et une maison d'édition régionale qui est juste un endroit une maison qui est basée en région. Et je pense que j'avais pas trop... Non, c'était pas une crainte que j'avais. Je trouvais ça assez chouette comme clin d'œil, mais en même temps, j'ai habité à Paris pendant 2 ans, et à l'époque, dans ma boîte, on m'appelait le tour opérateur pour Strasbourg. J'ai fait bouger. Je suis un peu, pas chauvine sur les bords, mais j'aime beaucoup ma ville. Je suis vite retournée en Alsace d'ailleurs, parce que Paris, c'était pas trop pour moi. Et donc, du coup, ça me fait plaisir en fait d'avoir un livre qui se passe là-bas. Mais après, comme dit, je suis toute débutante, et c'est vrai que j'ai peut-être pas les choix les plus avisés, mais je pense pas que le livre a été perçu comme ça. Donc, ça m'a pas fait peur, mais en même temps, ça s'est pas réalisé. Donc, tout bon. Avant de parler des livres de 2022, un petit teaser peut-être, Oui. on aimerait bien entendre un petit extrait des 2 livres d'Alex et de Marie. On commence par Alex. Il est 20h39, les enfants sont couchés. On peut parler vulve. Ok, ça marche. On m'avait pas trop briefé sur la longueur de l'extrait. Je vous lis 4 pages, ça va, ou c'est trop long? Non, vu que c'est un dialogue à chaque fois, ça devrait être bien. Ah non. Et on laissera... Ah non, pas là. Non, les autres. Et on laissera répondre après Marie sur le côté strasbourgeois aussi. Je crois que la question s'adressait aussi à elle. Bah, vas-y, du coup, sinon. Parce que... Voilà. Ok. Moi, j'avoue que la réponse va vous surprendre. Je n'ai pas trop réfléchi à mon choix de situer le roman à Strasbourg. C'est pas quelque chose que j'avais fait dans mes précédents textes. Je m'étais amusée une fois à écrire une courte nouvelle qui jouait sur les mots un peu à Strasbourg, des noms des quartiers et tout ça, mais sinon j'avais jamais fait. Et là, forcément, vu que je parlais aussi des mémoires du territoire, ça me semblait logique de faire revenir, puisqu'Anna, elle part, hein, elle est du coin, mais elle part s'exiler près de l'Atlantique. Et donc, elle revient affronter aussi ses mémoires, hériter d'une maison, etc. Et ça se passe forcément à cet endroit-là, puisque je fais surgir des mémoires de guerre pendant l'occupation.
Et donc, en l'occurrence, les témoignages que j'avais pu, moi, recueillir, entendre, etc., c'était des choses d'ici. Donc, je ne me suis pas forcément posé beaucoup de questions. Et ça m'amusait beaucoup d'écrire un Strasbourg dévasté par une tempête aussi, même si j'ai donné des boutons à beaucoup de personnes en cassant un fameux restaurant près de la cathédrale dans mon texte. Voilà, mais en tout cas, non, je ne me suis pas posé beaucoup de questions, mais j'ai adoré l'exercice, en tout cas, de faire vivre une histoire dans la ville où je vis, d'où je ne suis pas originaire, mais où je vis depuis 13 ans, je crois. Et voilà. Et ouais, alors la question du régionalisme, étant donné que ouais, je sais pas, c'est pas ma vibe, du coup, je n'y ai pas pensé. Alors, Alex, pour l'extrait, c'est parti. Merci. J'ai choisi quelques extraits qu'un compte Instagram avait relevé qui s'appelle Sœur littéraire. Le féminisme est une langue de lutte. On la parle pour s'indigner d'avoir les yeux ouverts et la bouche cousue. Le sexe ne fait pas genre. Née, vulve, devenue femme, notre corps n'est qu'un point de départ. Il y a des gorges en travers de nos chattes et des voix ricochent entre nos sœurs. Dans le réel, personne ne verbalise vulve. Ce n'est pas très joli. Ça fait froid. Ça fait... Il n'y a pas de charnel dedans. Bah alors, pourquoi pas chulve? Ou alors si on disait juste appareil génital féminin. Mais non, parce que ça ne fait pas de distinction entre ton assignation sexuelle à la naissance et ton identité de genre. Ça, c'est l'extrait court. Est-ce que vous voulez que je lise plus? Ouais, pourquoi pas, oui. Ah. Oui. Je sais pas. On m'a dit de préparer un extrait, mais je sais pas si c'était genre comme ça, 4 lignes ou un chapitre, quoi. Marie, Un petit chapitre, oui. Un chapitre. Chapitre, ok, on y va pour le chapitre. Ok, c'est le chapitre qui s'appelle Griffounette, qui est une référence à un personnage dans un film Marcel Pagnol, Manon des Sources. Je sais pas, tout le monde a oublié ce personnage, mais c'est la vieille dame qui est restée seule et qu'on appelle Griffounette parce que quand elle était petite, elle griffait les garçons. Et c'est pour ça qu'elle est restée seule. On ne se demande pas pourquoi elle devait griffer les garçons, mais bref, c'est ça l'idée, quoi. Enfant, quand nous nous rebellions contre les garçons, les mères nous menaçaient de finir comme Griffounette, une femme qui avait tant griffé les hommes qu'elle était devenue, entre guillemets, vieille fille. On rongeait nos ongles en se gardant de demander ce qui provoquait la colère de la dame. On ne retenait que la menace du célibat. Elles ont peur, nos mères, que nos misandres manucures les empêchent de passer leur retraite à garder de petits-enfants. La plupart d'entre elles sont féministes pourtant, qu'elles le sachent ou non, mais à chaque génération son combat. Après les droits de vote et ceux du corps, la 3e vague est intersectionnelle, la 4e sera interconnectée. Notre lutte pour raturer le sexisme doit être collective et, selon moi, créative. Les cercles de parole, les cercles d'écriture transforment. Les étrangers, forment une famille éphémère, celle des bons jours et des fêtes réussies. Et après, on devient de proches inconnus, on reste liés. Ensemble, on est puissants, parce que parler, ça chasse la peur. Dans la confrontation des expériences, la norme est relative et les angoisses partagées. En écoutant les autres, on se rassure soi-même et on n'est plus seul. On se solidarise par les résonances d'espoir et de confiance, sans juger les oursins sous les bras, la moustache décolorée, le poum-poum short, l'hijab, les débardeurs fendus de la liberté, l'overdose de chair enlacée, les boucles qui débordent et ondulent en val capiconné. On prend le temps de réconcilier les corps. Quand nous nous sommes réunis, parce que les cercles sont proches et se ressemblent, de nombreux sujets n'ont pas été évoqués. Transidentité, intersexualité, asexualité, racisme, handicap, travail du sexe. Malgré l'importance de ces thématiques, les voix des vulves en nous se sont croisées autour d'expériences qu'elles connaissaient. Et entendre ces sœurs permet de visibiliser les femmes miroirs, les hypersensibles, les bulldozers, celles qui ont poussé trop vite ou de travers, qui courbent le cil ou saignent leurs lèvres aux couleurs des douleurs menstruelles.
les élever à respecter le plan de table, à abaisser d'un ton celles qui préfèrent aggraver leur timbre, qui raccourcissent leur prénom pour sembler forts comme les garçons. Celles qui brandissent la colère et l'hystérie, les poings jusqu'aux reins, qui dégainent le courage de raser leurs tempes plutôt que les murs du foyer. Celles qui insistent, débordent, prennent trop de place, s'en foutent, qui griffonnent, les cagoles qui desserrent le corset de la féminité. Celles qui se gardent du bûcher des maternités ou embrassent de nouvelles façons d'éduquer. Celles qui introspectent à mort, pour qui le féminisme est salvateur et cet essai toujours moins cher qu'une thérapie. 20 ans après les monologues du vagin, les femmes ne parlent plus toutes seules, elles s'articulent entre elles, elles s'adressent à toutes. Vous êtes charmante, mais je sais. Vous avez le temps pour un café, mais je n'ai pas le temps et je n'ai pas l'envie. De toute façon, vous seriez beaucoup mieux avec les yeux bleus. Extrait de la vie réelle. Les relous de la rue, en fait, ce sont des harceleurs, comme ceux du boulot ou des repas de famille, n'espèrent pas gagner le numéro complémentaire. Ils se permettent de commenter la longueur des jupes et d'exiger des sourires parce qu'ils le peuvent. Ils font cela parce qu'ils s'y sentent autorisés et que personne ne les empêche de s'en priver. Le harcèlement est un glavio des dominants parce que la rue est à eux, qu'ils peuvent y flâner quand nous ne faisons que la traverser. Siffler et apostropher n'a pour fonction que de rappeler qui a des droits sur l'espace-temps des autres. C'est aussi pour cela qu'il faut occuper chaque lieu, se regrouper et militer. Ne pratiquons pas le féminisme cordial, soyons radicales, ni douces, ni pédagogues. Nous sommes furieuses contre une société qui apprend aux femmes à ne pas demander, à ne pas déranger, à ne pas prendre trop de place, à ne pas s'imposer ni crier, tout en inculquant l'idée que seuls ceux qui osent, ceux qui se battent, ceux qui réclament obtiennent ce qu'ils veulent. Et nous sommes exaspérés contre un système social qui affirme libérer nos corps, tout en expliquant que nous sommes soumises, quels que soient nos choix, voilés ou sur pilotis. Nous sommes hystériques de voir l'organisation du travail gratuit reléguer les femmes aux tâches ménagères, tout en dévalorisant cette activité sous prétexte même qu'elle n'est pas rémunérée. Nous sommes enragés contre les environnements éducatifs qui n'élèvent que les filles à devenir parents et qui matraquent que la maternité est indispensable à l'accomplissement de la féminité, tout en prétendant leur laisser le choix ou non d'enfanter. Nous sommes en colère d'être à la fois conditionnés à nous épanouir dans la sécurité du grand amour et ridiculisés de vouloir courir après une quête aussi futile. Nous sommes lassés d'entendre les mises en garde à celles qui l'ont bien cherché plutôt que les sanctions envers ceux qui ont agressé. Nous sommes révoltés contre cette société qui prétend l'égalité des chances tout en distribuant les réussites à la naissance. Certains bonhommes tolèrent le féminisme à condition de rester favorisés. Nous n'avons pas à les rassurer. C'est pour votre bien, l'égalité, vous allez y gagner. Non, c'est faux. C'est faux, ils ont raison de flipper. Avec notre émancipation, les maxis perdront l'avantage et c'est bien ainsi. Nous n'avons ni le temps ni le devoir d'éduquer, seulement la volonté de nous rassembler. La société a besoin d'évoluer, nous sommes les météorites qui feront bouger ces lignes et transformeront ces paysages. Plutôt que d'essayer de résoudre les inégalités chacune de notre côté, il nous appartient d'organiser une mobilisation collective, une sororité subversive pour préparer la nouvelle révolution adelphes et féministe. Merci. Merci Alex. Ça a une résonance particulière en le lisant, ça fait penser à une pièce de théâtre. On aurait pu peut-être imaginer quelque chose là-dessus. Ce n'est pas encore en projet, mais si Marie a été contactée et pas rappelée encore une fois, ça suffit. L'idée aussi de ce texte, c'est qu'il puisse être joué. Très bien. Alors, l'extrait de Marie à présent, et on passera au titre 2021. Alors moi, j'ai choisi un moment du livre où Anna réfléchit sur le fait qu'on n'entend jamais les voix des femmes, on n'entend jamais les réponses des femmes, puisqu'elle a retrouvé les lettres de son arrière-grand-père à son arrière-grand-mère, mais pas les réponses de l'arrière-grand-mère. Et elle lit les lettres à Gala de Paul Éluard, et elle se rend compte qu'il n'y a pas non plus les réponses de Gala, mais juste les mots de Paul Éluard. Et donc voilà. Assise chez Élie, Anna parcourt un livre de Paul Éluard. Elle réalise que son arrière-grand-père a vécu en même temps que le poète, mais qu'il n'a probablement jamais entendu parler de lui. Comme une présence subtile la soutenant, Jean aide Anna à aller de l'avant. Son souvenir l'apaise,
comme si cette branche de son arbre généalogique était plus solide que toutes les autres. Jean sait combattre. Anna le sent dans son sang, où coule la force tenace d'un ancien résistant. Elle tente de se mettre à sa place. Que ce soit pendant les guerres ou lors de l'entre-deux, Jean a sûrement eu envie de se rassasier de bien d'autres choses que de poèmes. Le corps de Jean, transformé en objet de combat et de lutte, en dépit de tout ce qu'il aurait pu faire de plus beau, a dû chercher le réconfort dans d'autres plaisirs. Lorsqu'Anna lit les vers de Paul Éluard, elle y trouve le récit d'une époque où rejoindre son aïeul. Elle dévore ses recueils, ne se rend pas compte que le poète, visionnaire, raconte également tout ce qu'elle vit au moment présent. Dans ses lectures, Anna ne fait qu'avancer vers elle-même. Elle se recueille contre son héritage en caressant les pages. Au loin, toujours, l'homme en noir la regarde sous ses lunettes au verre sombre. Les similitudes entre Jean et Éluard lui sautent aux yeux lorsqu'elle lit les lettres à Gala. La façon qu'ils ont tous les deux de s'adresser aux femmes qu'ils aiment est déroutante. Petite femme, ma petite fille. D'une autre génération, Anna écarquille les yeux. Ces lettres s'adressent toutes à une petite chose à protéger, douce et fragile, envers lesquelles leurs auteurs s'investissent d'un devoir absolu, celui de les aimer entièrement. Anna n'a pas retrouvé les lettres de son arrière-grand-mère en réponse au courrier de Jean pendant la guerre. Les lettres de Gala à Paul Éluard n'ont elles-mêmes jamais été publiées. Peut-être est-ce la raison du nœud qui serre encore la gorge d'Anna quand elle doute de sa légitimité à prendre la parole, à contredire ou simplement à vivre. 100 ans plus tard, Anna court après le droit de s'aimer, entièrement. Elle n'a trouvé aucune information sur sa mystérieuse ancêtre sans voix avec qui elle partage un prénom. Elle ignore que son arrière-grand-mère a fait un accident vasculaire cérébral sous les sirènes alarmantes de la Seconde Guerre mondiale. Elle ne se doute pas qu'après l'accident, Anna, l'aïeule, avait perdu tout son vocabulaire, à l'exception d'un seul mot qu'elle répétait sans fin. Espoir. Elle est morte en l'emportant avec elle comme un trésor, oubliant de le transmettre aux générations futures. Non, de tout cela, Anna ne sait rien. Elle sort la tête de ses lectures, la lève pour toucher des yeux l'homme en noir. Il lit le journal, dont les unes se succèdent depuis quelques semaines pour parler des femmes qui dénoncent les violences qu'elles ont subies. Soudain, sous la violence d'une bourrasque plus forte que les autres, l'une des vitres du café explose. L'air froid s'engouffre dans la pièce et fait tourner bruyamment les pages du journal posées sur le comptoir avant de le faire s'envoler. Après un instant de stupéfaction, tout le monde se rhabille, réunit ses affaires et quitte les lieux. Anna, les livres d'Éluard serrés contre elle, passe près de l'homme en noir et lui glisse à l'oreille. Moi aussi. En sortant du café, Anna passe par le parvis de l'immense cathédrale, là où, à Strasbourg, le vent souffle à son paroxysme. Partout, les jeux de lumière d'un nouvel orage lui donnent l'impression d'être à nouveau entourée d'ombre. Elle prend la direction des quais, mais s'arrête au milieu d'un petit pont dont les pierres se descellent chaque jour davantage. Elle reste là, figée comme au bord d'un précipice. Sur la façade du bâtiment qui lui fait face figure l'empreinte de la silhouette d'un aigle royal qui la renvoie encore une fois dans le passé. Ni les décennies, ni la violence de la tempête n'ont réussi à l'effacer. Là, sur la passerelle des Juifs, se sont jouées des vies à pile ou face. Subitement prise de nausée, Anna croit percevoir dans le souffle du vent une mélopée inédite. Ce sont là les voix des femmes qu'elle peut entendre maintenant. Femme médaille de fierté, femme beauté, femme au foyer, femme repos du guerrier. Barbe Brume a collecté les mémoires. Il joue les porte-voix à tous les cris qui brisent le silence. Merci. Merci Marie. L'autre Marie à présent, pour nous faire un petit teaser sur les titres 2022, un bref teaser. Oui. On aime bien aussi avoir des surprises, donc pas sûr. tout dévoiler, bien sûr. Je vais essayer de m'extraire du coup des 2 titres dans lesquels je viens de rentrer totalement happée. Et je vais vous parler brièvement des nouveautés. Donc du coup, on va sortir le 2e roman de Madeleine Roy,
entre, dont je vous ai déjà parlé. On va suivre Isabeau, donc le personnage non-binaire que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est obligé de retourner en Alsace, pas en Alsace, pardon, dans un petit village, pour vider la maison de sa tante qu'il a élevée et qui vient de décéder. Et donc, du coup, c'est ce retour un peu sur l'enfance. Ça va être un huis clos, tout se passe dans la maison. Ce retour sur les traces de son enfance, tout le chemin parcouru depuis, et la rencontre avec l'aide-soignant qui a accompagné sa tante vers la fin, va se faire là. Et de quelques jours pour vider la maison, Isabeau va rester bien plus longtemps. Donc ça, c'est le prochain roman de Madeleine Roy, qui me fait sourire parce que Anna hérite de la maison de sa grand-mère. Donc du coup, les correspondances continuent d'arriver. Le second titre que je vais sortir, c'est un livre que j'ai encore du mal à vraiment appréhender. C'est Florence Andoka qui habite Besançon, qui m'avait déjà envoyé un recueil de poèmes la première fois, qui du coup ne m'avait pas, que j'avais pas souhaité publier, est revenue vers moi avec un second texte qui s'appelle Dans ton tube, et qui est un ouvrage assez particulier, qui parle en fait c'est une espèce d'exploration de la construction de l'identité féminine à travers les errances sur YouTube. Et ce que je trouve assez intéressant, donc Florence Andoka écrit beaucoup sur l'art contemporain. Elle est chroniqueuse, elle écrit des textes d'exposition et elle est chroniqueuse dans divers journaux. Et là, ce qui m'a vraiment touchée et frappée, c'est la corrélation entre la forme et le fond. À la fin de l'ouvrage, qui est assez court et qui est fragmentaire, plusieurs textes s'enchaînent les uns après les autres, à la fin de l'ouvrage, qu'on lit assez rapidement, on a du mal à le reposer, on se retrouve comme un peu abruti, comme après avoir passé 2 heures sur YouTube sans s'en être rendu compte et avoir regardé une première vidéo. Et ensuite, le reste s'est enchaîné avec un lien ténu que l'algorithme a su trouver entre la vidéo précédente et la vidéo suivante. Et ce texte s'est construit de cette façon-là. Donc, on a plusieurs fragments qui se suivent les uns les autres, qui laissent une impression de tournis. Et le fond est totalement en accord avec la forme. Parce que je trouve ça... c'est une espèce de performance écrite. Et le troisième titre, ce sera de la poésie. C'est un long poème, donc moi qui disais que la poésie, voilà. Et c'est un long poème qui est signé par Nanténé Traoré et qui est une... c'est dur de parler de la poésie, je trouve, mais c'est comme une insomnie. La nuit, on se regarde dans le miroir et on va voir l'autre ou se projeter dans l'autre. C'est un poème qui va tracer les contours d'une identité à travers un amour absolu. Donc, Nanténé s'adresse à l'autre, son amour. Le poète s'adresse à l'autre, son amour. Et on est dans une utilisation de termes très simples, mais très évocateurs. Maintenant, du coup, je fais le lien avec Éluard. Alors, je ne sais pas si... Je ne lis pas énormément de poèmes, mais on va dire, quand j'ai lu le texte de Nanténé, ça m'a fait le même effet que quand je lis La capitale de la douleur d'Éluard. Ce sont des thèmes, du vocabulaire extrêmement simple, et avec 3-4 mots associés ensemble, on a une image absolument saisissante, bouleversante, écrasante qui vient nous submerger. Et donc, du coup, c'est un long poème sur l'absolu de l'amour, le côté très violent de l'amour, et cette violence qu'on finit par retourner vers... Enfin, en aimant l'autre tellement violemment, on finit par le retourner contre soi-même. Voilà. Et donc, c'est mes 3 prochaines parutions. On sent la fierté, parce qu'à chaque fois, c'est 3 nouvelles parutions qui sortent en même temps. Donc, en effet, c'est tout à fait singulier. Il est temps de vous remercier toutes les 3 et vous tous pour votre écoute et votre bienveillance. Merci à toutes les 3. C'était un plaisir. On en parlait depuis très longtemps déjà. Donc, merci infiniment à toutes les 3. Merci beaucoup pour votre curiosité et tout ça. Je ne sais pas si... Mais vraiment, c'est trop un plaisir de rejoindre ce programme, ces émissions. C'est grande fierté en plus, quoi. En plus des 3 prochaines publications. C'est un plaisir. Merci à tous.
Au Merci revoir à vous. Marie, au revoir les deux Marie, au revoir Alex. Au revoir tout le Salut. monde. Soirée. Au revoir. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir.